You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 35e épisode de Cold Facts, un épisode avec un invité de luxe, Benjamin Antonietti, futur ex-joueur du Lausanne Hockey Club. Après plus de 10 ans passés au club, avec lui, avant de parler de sa carrière, de son passage en France, de quelques anecdotes, de comment il a vécu cette saison, on va revenir sur l'actu. Et l'actu, ce sont les demi-finales de play-off et on va forcément parler un petit peu plus de la victoire genevoise 4-1 contre Zurich et du fait que Genève mène 2-0 dans sa série de demi-finales en best of 5. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va? Ça va bien, on est bientôt vaccinés, on a pu avoir nos rendez-vous. C'est cool. Exactement, ouais. Alors, épisode, j'avais dit que ce serait les Grenat Facts et non Cold Facts parce que je pensais qu'il n'y aurait plus que Genève Servette et donc on allait parler que de Genève Servette. Il y a eu un invité surprise qui s'est greffé au milieu. On a Benjamin Antonietti à notre micro. Salut Benji. Salut. Salut Benji. Comment ça va? T'es déjà en vacances du coup? Pas encore tout à fait. 2-3 choses à finir pour la fin de saison, des meetings, des choses comme ça, mais à part la suite, ouais. J'ai directement une question d'un auditeur, Roland Gué, qui aimerait savoir si tu as signé à Genève. Comme il t'a posé 8 fois la question sur le plateau des Pécaïs, il s'est dit qu'il fallait une 9e fois. Alors comme ça, Roland, qui nous écoute de toute façon, j'ai posé la question. Tu n'es pas obligé de répondre. Il a vraiment posé ça? Il a dit, chiche, Il a dit, vous n'oserez pas la poser. J'ai dit, bien sûr qu'on osera. Il attendra quelques jours, il verra. Très bien. Non, on ne veut pas t'embêter avec ça. Donc, juste pour poser le cadre, il y a eu des rumeurs, il y a eu des bruits, etc. Voilà, on en a parlé. Comme ça, on passe à autre chose. À quoi? À Genève. Bon, ça, c'est le hasard du calendrier. Ouais, ou le hasard de l'actu, finalement. Le hasard de l'actu. Genève qui mène 2-0 dans sa série contre Zurich après être allé gagner à Zurich dimanche soir. S'est imposé 4-1 mardi soir. T'arrives encore à regarder les matchs une fois que ta saison est terminée ou t'as besoin d'une coupure et le hockey, t'en as bouffé? Normalement, je coupe. Après, là, j'ai vu une partie du match. J'ai regardé d'un œil parce que c'était à la télé, mais je ne suis pas avec beaucoup d'assiduité. En voyant Genève jouer comme ça face à Zurich, t'arrives à comparer ta série avec Lausanne contre Zurich? Est-ce que fait Genève ou finalement c'est tellement différent qu'il n'y a rien à comparer? Ouais, on peut comparer un petit peu. Après, j'ai vu que Zurich, ils avaient quand même pas mal d'autres absents sur le premier match. Donc là, ouais, c'est clair que ça les a peut-être un petit peu affaiblis. Donc après, ça devient dur de comparer. Mais non, trop compliqué de comparer. Je pense qu'on a vraiment deux styles distincts au niveau des équipes. Mais voilà, je pense qu'ils s'en sortent pas mal. Alors pour le moins, étant donné que ce 4-1 qui a de nouveau... Moi j'ai l'impression en voyant ce match, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, et toi Greg aussi, j'ai jamais tellement eu peur, malgré quelques gros arrêts de Manzato, quand Zurich a poussé. J'avais l'impression qu'il y avait une immense sérénité de la part de Genève, et que finalement, ça coule, et que j'aurais presque l'impression qu'on pourrait dire qu'il y aura 3-0 dans cette série, même si, bien évidemment, c'est la troisième qui est la plus difficile à Toujours. gagner. Voilà. Non, je suis assez d'accord avec toi. Il y a un arrêt clé de Manzato à la 24e. Et je dois faire un mea culpa. Au moment où Gauthier Desclous sort dans la série contre Fribourg-Gotteron, je me dis, aïe, Manzato va devoir rentrer. En saison régulière, il était quand même un peu moins bon que Gauthier Desclous. Ça risque d'être compliqué pour Genève. Et depuis, il prend quasi pas un but. Il prend 2 buts en plus de 200 minutes de glace. Un depuis l'arrière de son but. Il y a eu un mauvais rebond sur sa jambière sur un tir de lâche. Et le 4-1 dans ce match 2 qui ne sert pas à grand-chose. Et Manzato, il est ultra solide. À 1-0, pour moi, il tourne le match avec son arrêt sur Prassel. Et derrière, Genève marque directement le 2-0. Et c'est aussi ça sur une série au best of 5. Tu n'as tellement pas le temps de voir venir. Disons, là, il n'y aura pas la série va être longue, il va falloir gagner 4 matchs, etc. Non, là, Zurich paume le premier match à la maison. Le deuxième, ils sont pas loin à 1-0. Et il y a un arrêt qui change tout. Il y a Moy qui se tend, qui tend la canne pour dévier ce puck. D'ailleurs, au passage, Tyler Moy, est-ce que tu es surpris de voir ces playoffs-là? Là, c'est un des meilleurs buteurs, ou si ce n'est le meilleur buteur de Genève Servette. Ça t'étonne? À moitié, dans le sens où tout le monde savait, on le sait, qu'il a des qualités individuelles qui sont quand même au-dessus de la moyenne.
Après, c'est vrai que moi, je ne l'ai pas connu dans des playoffs, vraiment, vraiment à fond. Voilà, c'était sa première année aussi où il débarquait. C'était un peu compliqué, mais je pense il s'est bien adapté à Genève. Il fait une bonne saison. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment le profil qu'on attendait. Mais il y a toujours des gars qui sortent du lot. Je dirais pas sortis de nulle part, ce serait lui manquer de respect, mais qui émergent comme ça. Et puis, ouais, franchement, je suis content pour lui. Ses qualités, c'est quoi? Parce qu'on a l'impression, quand il est arrivé, il avait marqué, je crois, 7 buts en 10 matchs. Donc on avait l'impression de voir un buteur. Puis après, on voyait un type qui était plutôt passeur, qui se créait beaucoup d'occasions, qui Mhm. n'arrivait pas à marquer. Tu le décrirais comment? Bon, je pense qu'il a déjà un niveau de skills, comme on dit, qui est au-dessus de la moyenne. Ça, c'est clair et net. Au niveau du shoot aussi, il y a quand même quelque chose. Et puis, bon patineur. J'ai aussi un peu l'impression qu'il a trouvé là maintenant sa ligne, là avec Miranda et Fer, si je dis pas C'est de juste. bêtises. Où je pense que ça colle bien. Voilà, je pense que Fer, il a l'expérience. Voilà, il travaille bien défensivement, etc. Miranda qui est quand même un gros bosseur. Et puis lui qui a aussi beaucoup plus le puck, quoi. Il a le temps. Il a le temps de jouer avec le puck. Les deux autres ne sont pas en train de lui demander le puck à chaque fois. Et du coup, il peut jouer vraiment son jeu de porter le puck et donner juste la dernière passe ou le shoot. Il y a un joueur qui est indissociable de Tyler Moy du côté de Genève, j'ai l'impression. Il me semble que 10 ans après le transfert de Romain Leffel, on met tout le temps Camerzin et Fritchier dans le même sac. Avec Moy, il y a Joël Vermine. Et si on regarde le classement des compteurs de ces playoffs, ils sont les deux dans le top 10 des meilleurs compteurs. Alors ça aide quand tu mets des branlés à Gauthieron en quart de finale, certes. Mais Vermine, c'est 3 buts, 4 passes. Moy, c'est 5 buts, 2 passes. En tant que Lausannois, tu es sous contrat avec Lausanne jusqu'à à la fin du mois. T'arrives à, ça te fait bizarre de voir ces deux joueurs là-bas puis de dire c'est quand même ils nous auraient quand même bien aidés. Bah, bizarre, pas vraiment maintenant. Ça fait quand même ouais, quelques mois. Et puis bah, voilà, ça s'est fait. Après, bon, pour Vermine, pas surpris en fait du tout. Je pense que ses qualités de joueur de hockey, elles n'ont jamais été remises en question à Lausanne. Et puis Genève en profite aujourd'hui. Mais ouais, c'est sûr que pour Joël, c'est pas une surprise du tout. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Ça a toujours été un gars qui bossait à fond, ça c'est clair. Mais ouais, c'est un peu dommage, c'est clair, si on regarde les statistiques aujourd'hui. Après, c'est toujours dur de dire, voilà, ils auraient fait le même nombre de points à Lausanne. Ça, c'est quasi impossible à dire. Mais je pense que les deux se sont vraiment adaptés, bien adaptés à Genève. Et puis bah, aujourd'hui, c'est le résultat. Vous l'avez vécu comment cette période dans le vestiaire à Lausanne l'été passé quand il y a eu ces histoires? On va pas revenir, on en a Mhm. suffisamment parlé, écrit là autour, mais concrètement à l'intérieur du vestiaire, quand il se passe ça, vous en savez plus avant les journalistes et donc vous n'êtes pas surpris puis vous êtes ou comment comment toi t'as vécu ça? Bah, ouais, c'est vrai que c'était un peu bizarre. C'était la première fois pour moi que je connaissais un joueur qui allait partir en fait pour des raisons autres que financières ou au niveau hockey. Ouais, c'était vraiment spécial parce que c'était un peu une période d'attente en fait bah, pour lui, pour nous, pour le club aussi. Il fallait trouver des solutions. Après, la chose qui a été claire depuis le départ, c'est que le nouveau directoire a donné sa décision tout de suite. Il partira. Et puis voilà, ils sont restés là-dessus. Est-ce que c'était la bonne option? Je ne sais pas, c'est dur à dire. Mais en tout cas, la décision a été prise et puis elle a été respectée. Et du coup, c'est Genève qui en profite actuellement. En tout cas, au moment du transfert, je me posais la question, et je pense que j'étais pas le seul, est-ce qu'il n'y aura pas trop de talent dans ce vestiaire genevois et peut-être pas assez de joueurs, on va dire, de rôle ou de devoir ou de complément? Bah là, en ce moment, je crois que les personnes qui pensaient ça, dont moi, ont l'air bien malines. Mais ce parcours genevois, actuellement, t'es surpris? Parce que si on rappelle, finalement, ils étaient à un match de jouer le pré-play-off contre, lors de la 50e journée de championnat. Est-ce que cette montée en puissance est surprenante? Non, pas vraiment en fait, parce que là, ils ont connu vraiment une grosse saison l'année passée où ils n'ont pas eu la chance de défendre, on va dire, leur chance dans les playoffs, alors qu'ils sortaient vraiment d'une grosse saison où ils avaient l'air de marcher sur l'eau. Et puis, j'ai l'impression ils ont un petit peu continué sur ce trend, avec des hauts, des bas, bien sûr, bah, un peu comme toutes les équipes, entre les quarantaines, les choses comme ça. Et voilà, je pense que l'inconnu qu'il y avait un petit peu avant les playoffs pour eux, c'était vraiment au niveau des étrangers.
Omar, voilà, personne ne savait trop à quoi s'attendre en play-off. Est-ce qu'il allait vraiment jouer son meilleur hockey ou juste faire ses gadgets un peu, ses gris-gris. Et puis Winnie Keffer aussi, je pense que voilà, sur la saison, il y a eu pas mal de moments où ils avaient l'air un peu d'être fatigués, de craquer. Et puis là, depuis le début des playoffs, ouais, on les entend que pour les bonnes choses. On les entend pas sur des pénalités, des choses comme ça. Et ça, je pense pour moi, c'est la grosse différence entre la saison et les playoffs, c'est leurs étrangers. D'ailleurs, Winnick, en saison régulière, à un moment, il a eu une super série. Il marquait beaucoup de points. Quand il était placé avec justement Omar sur la première ligne, on se souvient, c'était début janvier, le fameux coup de sac de Patémon. Et là, il avait connu une série incroyable. Fer avait un petit peu baissé d'un ton. Et puis, on avait dit en fin de saison régulière, là, tu disais aussi, effectivement, on les entendait. C'était pas des mauvaises choses, mais des pénalités, que ça piaillait auprès des arbitres. Et que là, tout d'un coup, avec le retour de Rod, eux qui se sont dit, bon, ok, on va se calmer un peu. Et là, tout d'un coup, on a une sorte de machine. Enfin, c'est incroyable. C'est finalement une défaite contre Fribourg d'entrée. Et depuis, ben, c'est 4 victoires contre Fribourg, 2 victoires contre Zurich. Et ce sentiment rouleau compresseur, c'est peut-être un peu fort, mais de dire que, ouais, tout roule et on n'a pas... On a de la peine à déceler un point faible dans cette équipe finalement, alors qu'on aurait pu dire, comme tu disais avant, avec Manzato peut-être, et encore, hein, c'est un bon gardien, mais voilà. Moi, j'aurais pu imaginer surtout la défense. Tu te dis, il manque Maurer, il manque Mercier, c'est des joueurs expérimentés, c'est des gros bonhommes, en play-off, ils pourraient faire la différence. Non, tu as Guébé et Smons qui doivent jouer, alors que je peux imaginer qu'en début de saison, si on avait dit à Gauchi, en play-off, tu auras Guébé et Smons qui devront jouer des minutes, peut-être qu'il n'aurait pas été hyper content. Là, dans le match 2, il y a Fulmin qui prend un puck dans la mâchoire, il sort, il saigne, il doit aller se faire soigner. Pendant ce temps, il y a un remaniement des lignes. Il dissocie Carrère et Lecoultre pour chacun mettre avec Guébé et Smons. Pour éviter de mettre Guébé et Smons en troisième ligne, ça aurait été un peu compliqué, j'imagine. Ça se passe très bien jusqu'à la fin du tiers. Fulmin revient avec un nouveau maillot. Il repisse le sang, il doit rechanger de maillot. Et donc, il y a de nouveau un changement. Guébé joue plus de 10 minutes dans ce match. Il a une passe décisive. Smons joue plus de 7 minutes. Pas de souci. Tu parlais de sérénité. C'est exactement ça. J'ai l'impression que malgré ça, tu joues à 6 défenseurs, dont 2, pas de juniors, mais pas loin quand même. Et ça change rien. Ouais, mais c'est parce qu'aussi, Lecoultre et Carrère, bon, je suis assez content qu'à ce micro, on ait quand même souligné un petit peu avant. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une hype autour de Carrère et Lecoultre. Mais ils sont vraiment... je trouve qu'ils arrivent à jouer, pas forcément sur les stats, parce qu'on regarde quand même souvent, toujours, ah ouais, il a marqué un but, une passe. Et là, au-delà de ça, c'est l'impact de ces joueurs, c'est le fait qu'ils sont relativement jeunes et qui sont aussi, on disait, en fin de contrat, alors que Carrère doit avoir encore une option d'une année, bah, ils seront en 2022. On avait dit en 2022, ça va être la folie pour les agents libres parce qu'il y a tellement de joueurs qui seront sur le marché. Et ces deux joueurs, ils ont réussi à monter d'un niveau, mais sans avoir besoin de remplacer un Tom Ernest. Ils ont aussi un peu changé leur jeu en étant un peu plus physique, alors qu'on pouvait se poser la question, parce que si on me dit qui c'est qui va remplacer Maurer, puis qu'on me dit ah bah c'est Lecoultre, je me dis c'est pas forcément le même profil, donc c'est possible, mais on peut pas dire que c'est du 1-1. Il va falloir s'adapter, et j'ai l'impression que l'adaptation à Genève, c'est le maître mot en fait en ce moment. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, et moi je voulais quand même pointer du doigt, mettre en avant un joueur, Linus Omark, qui est un joueur de play-off en fait finalement, non, à force. Oui, après, ouais, c'était un peu, comme je dis, un peu avant, un peu l'inconnu, quoi. Parce que c'est vrai que des fois, quand on le regarde jouer ou comme ça, on a l'impression qu'il a juste presque envie de rentrer chez lui et puis que le match l'intéresse pas plus que ça, sans manquer de respect, quoi que ce soit. Mais voilà, c'est vrai que des fois, il fait des gris-gris, là. C'est assez drôle à regarder des fois quand même. Mais, ouais, finalement, ouais, c'est vrai que là, dans les playoffs, il tient son rôle, quoi. Il fait marquer les autres. Et puis, il arrive aussi à toujours faire ses gris-gris. Et je crois que c'est un peu ça qu'il tient, un peu. C'est ça qu'il aime, dans le fond. Je pense que c'est faire des choses que les autres ne font pas. Et c'est ça qui lui plaît. Ça a l'air que ce soit ça qui lui plaît. Est-ce que, finalement, il n'a pas un côté un peu enfant qui ressort du style... Moi, c'est pour ça que j'aime jouer au hockey. Je veux bien, oui, accepter de rentrer dans un système. Je veux bien accepter de faire du back-checking. Je veux bien accepter de faire des trucs tactiques des entraîneurs.
Mais au bout d'un moment, quand je suis en zone offensive, les gars, laissez-moi un peu faire. Vous avez vu, j'ai des mains. C'est là où je prends du plaisir. C'est peut-être aussi pour ça que les gens viennent à la patinoire puis que vous m'avez mis sous contrat. Bah, c'est sûr que si tu engages Omar avant la saison, tu sais qu'il va tenter des trucs un peu fous. Après, il en a aussi les capacités. Je pense qu'on ne peut pas tous se le permettre. Je ne pense pas que je peux me le permettre aussi. Les gens vont un peu rigoler de moi si je commence à faire la même chose que lui. Mais ça a l'air un peu enfantin comme ça. Après, je pense pas que ça. Je pense qu'il y a quand même du boulot derrière. C'est quand même un athlète de haut niveau. Et lui a vraiment les capacités pour le faire, surtout le courage de le faire, parce que c'est facile à l'entraînement, mais après le réaliser dans le match, dans les playoffs, voilà, le coup de marcher sur le puck, là, alors là, je sais pas ce qui lui est passé par la tête à ce moment-là. Il s'est dit que ça allait être drôle. C'est super drôle à regarder en fait. Et ouais, c'est clair qu'il a vraiment l'air d'avoir un côté enfantin là-dedans, ça c'est sûr. C'est drôle à regarder, mais quand tu es en face puis que tu as un gars qui te fait ça, t'as pas envie de lui mettre la canne en travers de la tête. Bah ça, ouais, un petit peu, ouais. Ça ressemble un peu à Neymar quand il fait ses trucs comme ça en fin de match. Ça énerve pas mal. Après, dans le hockey, on a la chance, c'est que c'est un sport en fait où tu peux clairement te venger, dire ok, tu veux rigoler, bah, tu peux faire mal aux autres. Mais j'ai pas l'impression que derrière l'équipe adverse arrive à le pénaliser, à lui faire mal, à l'empêcher de jouer en fait. Là, il est clairement au-dessus. Et tu as déjà vu, je pense, quand vous jouez contre lui, parce qu'il le fait souvent, il aime bien se mettre au deuxième poteau et taper avec sa canne contre le poteau pour gêner le gardien, je crois que c'est ça, pour lui faire croire que peut-être le puck roule. C'est quoi ce genre de petit truc? Ouais, je sais pas, là ça. Je peux pas l'expliquer, je sais pas, c'est des choses. Le dernier match à Lausanne, pendant que les arbitres regardaient la validation d'un goal, il s'est mis en tant que gardien aussi. Il nous a fait le coup, il a joué gardien pendant la pause, tout seul. Alors je peux imaginer le faire, par exemple, pour faire rire tout le monde. C'est typiquement un truc que je pourrais faire et regarder les copains et dire ah, regardez, je suis gardien, c'est super drôle. Mais lui, il l'a fait tout seul. Donc je pense qu'il a dû rigoler tout seul en se disant bah tiens, je suis gardien. Tout seul en fait. Donc il y a un côté un peu. Je pourrais pas définir en fait ce qui lui passe par la tête, mais c'est peut-être un toc, peut-être, je sais pas, mais en tout cas ça a l'air de marcher pour lui. Je suis allé parler avec lui à la fin du match, justement d'un peu ses playoffs, de comment lui se voit en tant que joueur potentiel. Est-ce qu'il est un joueur de playoff, on va dire, et j'ai essayé de voir avec lui si ça le touchait, disons, d'être labellisé super joueur de saison régulière et joueur YouTube. Et il m'a dit, mais tu regardes mes matchs? Je dis, ouais, je regardais quelques matchs à Salavat, ouais. Pourquoi? Il dit, tu trouves que je suis pas un joueur de playoff? Je dis, c'est pas moi qui l'ai dit. Puis il était presque un peu sur les pattes arrière. Et il dit, mais j'étais le meilleur joueur de la ligue. J'étais chaque fois le meilleur joueur des playoffs, the fucking best player. Puis j'étais là, ok. Puis il dit donc, quand on dit ça en Suisse, il dit, mais moi je sais pourquoi on dit ça en Suisse. J'ai fait des mauvais playoffs à Zug. Et du coup, en Suisse, les gens, ils se rappellent que de ça. Oui, j'ai pas été bon à Zug. Et je vais faire une interview, donc je vais pas toute la raconter ici. Non, mais en gros, il dit, j'ai chassé le meilleur total de points de la saison régulière à Zug jusqu'au dernier match. Il a dit, j'ai beaucoup appris ce jour-là. En gros, tu peux pas te permettre de te cramer en saison régulière, puis après, tu payes le prix en playoff. Et il dit, je pense que je suis beaucoup plus smart maintenant. Et là, il est vraiment focus sur ses playoffs. Et ça se remarque. Et au passage, son but, le 4-0, alors c'est pas le but le plus important du match. Et là, c'est une merveille entre la passe de Vermin, la passe de Vermin lobée. On l'entend brailler pour demander le puck. Omar, il est ultra vocal sur la glace. Et qu'on on a la chance, entre guillemets, qu'il n'y ait pas de spectateurs. J'ai plein de guillemets, le fait qu'il n'y ait pas de spectateurs. Enfin, le mot chance. Mais du coup, on l'entend tout le temps brailler sur la glace. Ça doit être hyper énervant pour ses coéquipiers. On sait que tu es là, on sait que tu es sur la glace. Mais là, on l'entend brailler et puis effectivement, il part dans le dos de la défense et puis après, c'est juste joli, quoi. Si on finit ce chapitre Genevois sur la suite de cette série, comment toi, Benji, tu vois la chose? Est-ce que tu penses qu'on peut avoir une finale allez, je vais me mouiller Zug-Genève. Qu'est-ce que je me mouille, dis donc. Ah ouais, il y a 2-0 dans chaque série, tu te mouilles, bravo. Ça, c'est l'expertise Colfax. J'espère que tu étais prêt. Visionnaire. Ouais, exactement. En tout cas, c'est parti pour, mais vraiment dur de donner des pronostics. Voir comment, voilà, c'est vrai que Zurich, ils ont été
devant toute la série contre nous. J'ai l'impression que ça s'est un peu inversé pour eux, où là, les choses tournent un petit peu mal, tournent un petit peu contre eux en ce moment. Et puis, ils jouent contre une équipe où il y a tout qui va. Je revois un peu notre série où c'est vrai que nous, on a galéré à se créer 2 occasions, à les mettre au fond. Et eux, ils avaient une occasion à la 58e, et puis c'était goal, quoi. Donc là, ça tourne un petit peu contre eux, mais je pense que Zurich, ils ont quand même de l'expérience. Il y a la majorité des joueurs de l'équipe qui a déjà gagné le titre. Donc ils ont l'habitude de situations peut-être un peu compliquées, de choses comme ça. Je pense qu'ils sont capables de réagir. Ils ont quand même malgré le fait qu'ils ont des blessés, je pense que des gars comme Simic, Diem, qui sont rentrés dans la série contre nous sur le dernier match, ils ont chacun un point. Donc ça prouve aussi qu'ils ont un effectif qui est large. Et je pense qu'ils peuvent encore réagir. En tout cas, je peux imaginer qu'ils vont pas laisser passer le 3e match en se disant ouais, bah, c'est fini. Donc il pourrait y avoir réaction. Et puis c'est vrai qu'après, ça va super vite, quoi. S'ils arrivent à gagner chez eux, bah, derrière, Genève va peut-être se dire ok, on peut perdre. Ça peut tourner tellement vite dans ces playoffs que ouais, ça se dessine comme ça, Genève-Zug, mais je ne mettrai pas ma main à couper. Bon, assez parlé de Genève. On ne veut pas parler que de Genève avec toi, sinon enfin, c'est un peu bizarre d'avoir le Lausannois Benjamin Antognetti pour parler de Genève tout le long. Si on retrace un tout petit peu ta carrière, je ne vais pas faire la voix de Roland Guy, on a déjà parlé de lui une fois, mais selon ta fiche Elite Prospect, non, tu as 512 matchs avec le Lausanne HC. Okay. Il t'en manque une dizaine pour... Enfin 10, pas une dizaine, 10. Il t'en manque 10 pour battre le record de Florian Comte. C'est un peu cette blessure qui fait que tu n'y arrives juste pas. Tu avais fait tes calculs avant la saison, il faut que je joue mes 50 et quelques matchs. Ouais, je savais avant la saison, il en fallait, je crois, 34. Et puis en fait, du coup, je m'étais fixé en fait comme objectif. Je me suis dit, bah, pour y arriver, il va falloir que je joue. Puis comme c'est clair qu'on avait un effectif qui était tellement étoffé, je me suis dit, bah, l'objectif, c'est d'y arriver. Pour y arriver, il va falloir que j'ai des bonnes performances pour pouvoir jouer ces matchs. Donc je me suis dit, bah, c'était un objectif personnel qui collait bien aussi avec un objectif d'équipe, quoi, d'avoir quelqu'un de performant sur la glace. Bon, bah, j'ai réalisé assez vite que voilà, bah, au rythme où je jouais pas, bah, que ce serait très compliqué. Bah, après, ouais, un petit goût d'amertume quand même, parce que voilà, à 10 matchs, c'est tellement peu dans le fond, genre, ça aurait clairement été possible. Mais passer les 500 matchs, je pense que c'est déjà une marque pour moi qui est exceptionnelle en fait. Et là, d'arriver en bout de course avec Lausanne, ça te fait un pincement au cœur ? Oui. Après c'est un peu mitigé parce que c'était une saison tellement longue aussi et assez éprouvante mentalement avec tellement d'histoires de choses qu'il y a un moment aussi quand ça s'arrête où bah, je me suis dit ouais ok voilà enfin en fait il y avait aussi ce côté-là. Puis après c'est vrai qu'il y a un côté aussi un peu nostalgie où voilà, c'était quand même 11 saisons dans une carrière, bah c'est quand même énorme parce qu'on sait que les carrières de hockey ne durent pas 30 ans. Donc un peu de nostalgie, un peu de soulagement, un petit peu de tout ça. Et puis, mais j'avais le temps de m'y préparer. On a quand même pas mal de questions. Ça permet aussi de rebondir parce que là, tu disais, ouais, il a manqué 10 matchs, peut-être cette saison. Puis je me suis dit, ouais, mais il y a aussi eu ce passage à Rouen. Et c'est, alors, je ne vais pas écorcher son nom, hein, Linus Paco Occhi. Quel souvenir garde Benjamin Antognetti de son passage à Rouen en Ligue Magnus ? Parce qu'il faut rappeler que tu as fait... Est-ce que c'était une saison complète en Ligue Magnus ? Non, hein. 31 matchs, 34 points, puis après retour à Lausanne pour une quinzaine de matchs. C'est ça qui est drôle, c'est de se dire, ah ouais, 31 matchs, 34 points. On est là, wow, plus d'un point par match. Mm-hmm. La Thor Machine et Benjamin Antognetti. Bon, c'était un peu spécial aussi. Ça, c'était une période un peu dans ma carrière et puis aussi dans ma vie personnelle où c'était un peu spécial parce que à l'époque, en fait, moi, l'histoire, elle est assez simple, en fait, où moi, j'attendais de signer à Lausanne. Simplement, j'attendais. Puis c'est vrai que des fois, les négociations, ça prend toujours du temps. Oui, il y a toujours d'autres priorités, puisque étant donné que je suis là, j'attends. Ils savent très bien que je ne vais pas partir. Et puis du coup, je suis passé un peu 6e roue du carrosse, quoi. Donc, on m'a annoncé, c'était quoi, en juin ? On m'a annoncé en juin que finalement, j'aurais pas le contrat qu'on m'avait promis. Donc là, bah, tu te retrouves en juin sur le marché. Autant te dire que
Bon, là, en période Covid, c'est peut-être un peu mieux, mais à l'époque, en juin, il n'y a plus personne qui est sur le marché, il n'y a plus de place de libre. Donc après, j'avais l'option en fait, d'aller soit en Ligue B, de ne pas avoir d'équipe, d'attendre des blessures en Liga, ou alors peut-être de partir à l'étranger. Donc là, à ce moment-là, c'était un peu un craquage en fait, où j'ai dit, bon, bah, vous savez quoi, je ne veux plus entendre parler de vous, ça ne m'intéresse plus. Je pars, je fais mon truc tout seul. Et puis, c'est avec Christo, en fait, qui m'a dit, mais va là-bas. Ça ressemble un peu à la Ligue B, sauf que bah, si tu te plantes, tant pis, quoi. Personne n'aura entendu parler de toi. Essaye, quoi. Voilà, ça te fait une nouvelle expérience. Tu sors vraiment de ce cadre suisse, hockey, de tout ça. Et puis, bah, c'est pour ça que j'ai décidé d'aller là-bas. Après, au niveau des points, tout ça, alors c'est sûr que c'est pas le niveau de la Liga. Ça, c'est clair et net. Après, pas sous-estimer non plus, parce que je pense qu'il y a quand même il y a des internationaux français, il y a des internationaux slovènes, par exemple, aussi, qui participent au championnat du monde. Il y a des bons joueurs. Après, on va pas se mentir, il y a un niveau, il y a clairement un écart entre les 6 premières et les 6 dernières équipes. Mais le point clé, en fait, de tout ça, je pense, c'est la confiance. Quand tu arrives dans un endroit où tu as le statut d'étranger, c'est clair qu'on te pardonne les choses, mais on te donne tellement aussi. Je jouais tout le temps, sur la glace, au power play. On me posait la question, qu'est-ce que tu veux faire sur la glace, qu'est-ce que tu veux faire au power play, qu'est-ce que tu veux faire comme sortie de zone. Ouais, donc du coup, tu peux décider des choses. Tu peux dire, voilà, moi, j'aime jouer là parce que c'est là où je me sens le mieux. Et on te dit, ok, très bien, bah reste là. Bon, mais t'étais bon aussi. Pour qu'on te propose, c'est pas juste le pédigré de dire que tu venais de Suisse, puis que tu venais de la première division suisse. C'était aussi que peut-être, et sûrement que tu l'as mérité, ne serait-ce que par ton jeu en voyant l'entraînement. Ils se disaient, ah ouais, lui, on peut lui poser la question parce qu'il sait quoi faire. Bah, moi, je suis arrivé aussi avec plusieurs saisons en Liga, donc c'est vrai que j'avais un rythme qui était un peu plus haut qu'en France. Mais non, c'était pas prévu comme ça à la base. Hein. Quand ils m'ont engagé, ils ont dit oui, bah tu joueras deuxième power play. Voilà, bon, le box play, ça c'était assez clair. Mais je me suis super bien entendu aussi avec les gars avec qui j'ai joué dans la ligne, notamment un international français qui a fait je sais pas combien de championnats du monde, Nicolas Ritz, où ça a tout de suite matché, on s'entendait super bien. J'ai confiance 100% pour la défense et puis j'étais un peu plus libre en attaque. Ouais, c'est vraiment une question de confiance. Puis une fois que ça fonctionne, bah t'es lancé, quoi. Moi, j'ai adoré le move de la personne qui n'hésite pas en fait à prendre un risque. Parce que pour moi, quand même si et ce que dit Christo est intéressant, il dit vas-y, on t'oubliera peut-être plus facilement, en tout cas on regardera moins. Mais j'aime beaucoup le move de dire allez, tant pis, j'ai pas d'a priori. Ouais. Je vais dans le championnat de France, c'est pas grave. C'est pas un championnat, c'est pas un sous-championnat. J'y vais. Et puis finalement, ça t'a permis de revenir. Je sais pas si on peut dire par la grande porte, mais finalement, ouais, tout le monde disait ah tiens, il y a Benjamin qui revient. Ouf. Ouais. Bah moi, je voyais le truc à me dire, à comparer un peu à la Ligue B, en me disant bon bah. Si je fais une grosse saison en Ligue B, j'ai une chance de revenir en Liga. Ça, c'était une chose. Après. Pour être vraiment honnête, par exemple, mon père, il m'a dit, quand je suis rentré, il m'a dit, mais tu sais, honnêtement, je t'ai rien dit, mais ton histoire, j'y ai pas cru une seconde. Moi j'étais sûr, je disais, oui, je vais là-bas, ça se passe bien, je reviens en Liga, blablabla. Bla, bla, bla. Et tout le monde m'a dit, ah, ok. Mais il y a tellement de monde qui m'a dit, à la fin, quand je suis rentré, il m'a dit, mais honnêtement, chapeau, parce que ton histoire, j'y ai pas cru une seconde. Et ouais, je suis parti un peu. Comme j'ai dit, c'était pas que hockey, c'était aussi un peu un truc dans la vie personnelle où tu te dis, ok, le monde il s'effondre un peu parce que toi, tu attends ton truc, tu es là, tu as ta petite vie. Et puis au mois de juin, on te dit non. Et là, là tu te retrouves, tu es dans la panade, hein, on va pas se mentir, tu es clairement dans la panade. Et puis, du coup, c'était un peu un craquage, quoi. Ta copine, je pense aussi, on peut dire qu'elle te soutient bien parce que c'est pas simple de se dire on part à Rouen. Alors, ouais, il a fallu que je vende le truc. Bon, ça tombait pas trop, on va dire peut-être pas trop mal, voilà, parce qu'elle venait de finir ses études, donc elle avait entre guillemets un petit peu du temps où elle pouvait se permettre en fait ça. Alors après, voilà, ça c'est aussi les à côté qu'on parle pas trop. Voilà, on parle le hockey, les matchs le vendredi, le samedi, c'est cool, il y a du monde. Après, c'est clair pour elle, honnêtement, c'était vraiment compliqué parce que. Voilà, de nouveau, on parle de nouveau hockey, stats, ce genre de choses, tout fonctionne, tout bien. On dira, le gars, il était tellement heureux. Mais la vie à côté, c'est quand même compliqué. Et puis, ouais, je ne pourrais jamais la remercier assez d'être restée là avec moi à Rouen.
Mais du coup, début janvier, tu reviens à Lausanne. C'est le même directoire en place que celui qui n'avait pas honoré sa promesse de t'offrir un contrat. À ce moment-là, qu'est-ce qui te motive de revenir avec ces gens-là finalement? Comment ça s'est fait? Alors, la vérité, c'est que en fait, alors à Rouen, ça s'est vraiment bien passé au niveau hockey, avec l'entraîneur qui connaît bien Christo, voilà, qui est un ancien joueur. Niveau hockey, ça se passait tellement bien, mais les à côté ont été vraiment, vraiment compliqués. C'était vraiment dur pour nous. On n'a pas vraiment. Alors, on a réussi à s'adapter plutôt vers la fin, mais au début, en fait, ça a été vraiment compliqué, dans le sens où, moi, je suis arrivé, venez un peu comme vous êtes, quoi. Donc, moi, je suis arrivé. Et puis, il faut savoir que nous, on habitait en fait dans une zone, c'est une zone protégée en fait en France. Donc, c'est une cité en fait. Donc, voilà, ma copine, elle sortait pas de la maison. Le seul moment où elle sortait, c'était pour aller au match. Le reste du temps, voilà, on naviguait un petit peu à gauche à droite. Mais les déplacements, c'est pas, tu rentres pas le soir, tu rentres le lendemain matin. Tu pars la veille au soir et tu rentres le lendemain matin. En bus? En car, tout en car. Donc Rouen-Nice, c'est 14 heures. Donc c'est vrai que j'étais pas souvent là à la maison, etc. On vivait dans un appartement qui nous plaisait absolument pas. Ça, c'est aussi une chose qui est dans les à côté. Et puis, ouais, on n'avait pas de vie. Et puis, ça a été dur de s'adapter, voilà, sur la culture un petit peu, où c'est vrai que les gens nous ont dit, ah, super, le Suisse, il débarque, il est plein aux as, son père est banquier, sa mère, elle travaille dans une fabrique de chocolat. Donc, on s'est retrouvé vraiment avec ces clichés-là. Et j'ai eu, pas au niveau hockey, mais on a eu beaucoup de peine à s'adapter, où tout le monde nous regardait un peu comme les pestiférés, quoi. On n'avait rien le droit de demander, on ne pouvait pas faire une remarque, parce que tout de suite, on était le Suisse arrogant, riche, quoi. Donc ça a été super compliqué. Donc au moment où j'ai reçu l'appel, et je suis revenu bien plus tard que l'appel, en fait, où je pense, où Yann Alston à l'époque, l'équipe fonctionnait pas, etc. Plusieurs joueurs lui ont dit, ouais, mais putain, on n'a pas de fun, il manque quelqu'un, faut qu'on rigole un peu. Et Benji, il était là pour ça aussi. Et c'est là où il m'a appelé, mais ça a pris 1 mois pour que je puisse rentrer. Où moi, la vérité, c'est que j'ai payé de ma poche mon départ en France. Donc moi, j'ai remboursé tout ce que le club avait payé pour moi en France. Je leur ai remboursé de A à Z. J'ai payé mes cannes, j'ai payé ma coquille. Ils m'ont fait payer la coquille en partant. Donc moi, j'ai remboursé 100% du montant qu'ils avaient dépensé pour moi. Sachant que tout ce qui était billets de train, billets d'avion pour rentrer, etc., qui était pris dans le contrat, tout ce qui était prime de match, prime de victoire, etc., je les ai laissés. Donc moi, j'ai perdu de l'argent, en fait, entre guillemets, pour revenir. Tu as un peu plus de compréhension du coup pour les étrangers qui jouent en Suisse dans le vestiaire que tu peux, avant ce passage à Rouen où tu étais du coup l'étranger qui a de la peine à s'adapter, et maintenant? Oui, un petit peu oui. Après, jamais je comparerais le niveau de vie qu'on a en tant que hockeyeur en Suisse par rapport à celui que les joueurs du championnat de France ont. Jamais, parce que c'est incomparable. Niveau salaire déjà, niveau de déplacement, niveau voilà, pas professionnalisme entre guillemets, parce que les clubs essayent de faire au mieux, mais c'est tellement compliqué. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de budget. Comme je dis, nous, on habitait dans un immeuble où le club avait racheté. C'est un immeuble qui était voué à la démolition. Le club l'a racheté 1 euro symbolique. Et donc voilà, nous, on était là, mais tout ce qui est 90 minutes enquête que tu vois à la télé, on l'avait en live. Les descentes de police, les trucs comme ça, on l'avait en live. On était là-dedans. Bertrand de la Villardière était en bas de l'immeuble. Non, même lui, il n'osait pas venir. Non, mais donc, alors, je peux comprendre des fois l'adaptation, etc., mais je quand même, ouais, je le comparerai pas. Du coup, c'est un derby avec Davos maintenant, en fait. Quand vous jouez contre Davos, c'est un derby. Par rapport au Nice, 14 heures de quart, là, ça te fait rigoler. Ouais, et puis c'est des quarts couchettes en France, hein. Donc, tu pars le soir à 19h, donc tu prends ton repas avec toi dans le car, et puis tu es couché tout le long. Tu as un lit, en fait, tu dors t'es dans un lit. Donc, il faut imaginer 2 étages de lit sur quoi, les 2 mètres de hauteur d'un bus. Donc, tu pars et puis voilà, tu arrives le matin là-bas, tu t'entraînes là-bas. C'est tellement long. Et c'était mon premier déplacement, Rouen-Nice, 14 heures. Mais quand tu rentres le lendemain et que tu es dans les bouchons à Paris, c'est pas que tu remets ton siège debout. Tu es toujours dans ton lit. Donc, des fois, tu passes 4 heures couché dans ton lit, en fait. T'attends. Et c'est tout.
Tu as mentionné juste comme ça et je me suis dit, ah mais tiens, je vais lui poser la question parce qu'on a eu cette question qui a été posée de manière anonyme hein, sur l'influence de ton père. En fait, tu as juste parlé de ton père qui t'a dit, ah mais qu'est-ce que tu as fait quand tu es parti en France hein. Quelle a été l'influence de ton père dans ta carrière de hockeyeur et de sportif de haut niveau et sur celle de ton frère Elliot aussi, qu'on va associer? Je dirais quasi nul, pour être honnête. Alors oui, on a commencé le hockey où c'était lui, voilà, on était à la Vallée de Joux, et puis les patins, etc. Lui, il venait sur la glace avec nous, mais après, très vite, moi, j'ai pris les décisions dans ma vie par rapport au hockey. Donc quand il a divorcé de ma mère, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là qui intéressent certainement pas les gens. Donc moi, j'ai dit non, je reste chez ma mère parce qu'elle habite plus proche de la patinoire et je pouvais y aller tout seul. C'était la Vallée de Joux? Non, on était à Genève déjà, Ok. mais lui était parti habiter beaucoup plus loin. Donc à ce moment-là, tout de suite, moi j'ai dit non, c'est trop loin pour moi. Moi, je dois aller à l'entraînement, je veux y être en avance, etc. Donc je reste chez ma mère. Donc à ce niveau-là, pas d'influence. Vraiment aucune influence sur mes choix, sur les choses comme ça. On en discute un petit peu, mais très très peu, très 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 peu. Ma mère a fait beaucoup, vraiment beaucoup, tout ce qui est amené, etc. Ça coûte cher aussi, quoi. Ça coûte un bras, ce hockey, quand tu es jeune. Ma mère a influencé, entre guillemets, ma carrière, parce qu'elle m'a donné la chance de pouvoir la faire. Mais tous mes choix, je les ai pris tout seul à chaque fois. Et après, tu pars à Genève, du coup, faire tes juniors. Mhm. Ce choix-là, de privilégier cette organisation-là, c'était une question de... Est-ce que c'est... Pas Genève a fait la meilleure offre à un mini, mais Ouais. pourquoi tu as pris cette direction-là? Mais moi, je voulais pas. Moi, j'ai commencé à Meyrin, le hockey, parce que j'étais trop jeune pour m'inscrire à l'école de hockey officiellement. Puis à Meyrin, le petit club, il n'y avait pas de toit, il n'y avait pas de patinoire couverte, rien. On a appelé le président, ma mère a appelé, elle a dit, écoutez, mon gamin, il veut faire du hockey. Puis le gars a dit, il sait patiner, oui. Bon, bah, amenez-le une fois, s'il sait patiner, on le prend, quoi. Donc moi, j'ai commencé à Meyrin, mais après, tu te fais tes copains à Meyrin, etc. Mais on n'aimait pas Servette. Bah, Meyrin, c'était notre truc, on était gamins, quoi. Puis à un moment, ils ont fusionné, etc. Ils ont dit, faut que tu ailles à Servette. J'ai dit, non, je reste à Meyrin, je les aime pas. Et la première année où j'aurais dû y aller, je n'y suis pas allé. Donc on avait les entraînements d'été, etc. avant saison, je ne me suis pas présenté une fois. J'ai dit à ma mère, je n'y vais pas, hors de question, je ne vais pas là-bas, je ne les connais pas, je ne veux pas. Puis l'année d'après, là, on ne m'a pas laissé le choix. On m'a dit non, mais il faut que tu partes, quoi. Donc après, je suis arrivé, puis ça s'est très bien passé, quoi. Après, tu parles hockey, c'est des jeunes comme toi, quoi. Après, et puis, donc Puis voilà le niveau est pourquoi bon. ce choix. Ouais, après, j'étais à ma place, ouais. Après, c'était vraiment bien. Il y a une question de Yvan Deneria, Denerea, je crois. qui dit il était régulièrement sélectionné chez les jeunes en équipe nationale. Qu'est-ce qui lui a manqué selon lui pour être sélectionné en équipe A? Alors avant de venir sur la deuxième partie de la question, c'est vrai que tu as joué 2 championnats du monde, un M18, dans ton équipe il y avait Niederreiter, Chervet, Haas, Leffel, Sven Berchi. C'est pas une vilaine équipe. Et l'année suivante, tu joues le mondial dans 2 ans après, tu joues le mondial M20. J'ai fait celui d'avant aussi. J'en ai fait 3. Oh là là. Ah oui, exactement. 3. Non, mais attends, Et là aussi, pas un CV long comme le bras, tu vas pas m'en enlever. Niederreiter, Gehring, Yossi, Roman Yossi, Zbiza. Chervet, Sbiza. Enfin, Ouais. c'était quoi cette époque-là de voir maintenant où sont tous ces joueurs-là? Tu t'en rendais compte que c'était une génération avec des joueurs à ce point dominants ou potentiellement dominants, disons? Yossi et Sbiza, clair. Niederreiter aussi, parce que lui, il était plus jeune que nous. Il jouait encore en moins de 20 avec la grille. Et puis, c'est vrai que tout le monde parlait de lui comme un futur très, très bon joueur. Après, ces années-là d'équipe nationale, pour moi, je les ai passées avec un gars. Vraiment, où on était toujours un peu les deux. Voilà, on n'avait pas nos parents qui nous amenaient à Zurich quand il fallait prendre le car. Voilà, parce que c'était pas possible niveau boulot, etc. C'est toujours des horaires un peu space. Et on était toujours ensemble dans le train. Tout le monde savait on dormait ensemble chaque fois. C'est Chervet. Et depuis le départ, en fait, où ça a matché, on se connaissait un petit peu de jouer contre. On avait peut-être fait un tournoi Genève-Fribourg, les U13, un truc du style. Mais direct, ça a matché, en fait, parce qu'on était les mêmes. On n'avait jamais les papiers qu'il fallait pour partir. On n'avait jamais le sac de couchage quand il fallait l'avoir. On n'avait jamais rien.
Et on était toujours les deux. Et puis là, on a fait, là, si on parle de conneries, on a fait des trucs, je peux même pas le dire là, mais des trucs, je te dis, Shervek, on partait en Russie. Donc en moins de 17 ans, on partait en Russie et puis ils t'envoient toujours la convocation, ils te disent voilà, il faut nous envoyer le passeport pour le visa. Donc les parents le font, ça c'est clair, etc. Puis quand tu arrives à Zurich, on te donne ton passeport avec le visa et on est dans le train et Tristan sort de son sac le passeport. Et dans ma tête, je me dis et voilà, j'ai oublié mon passeport, c'est sûr, je suis kin. Et je lui dis merde, j'ai pas mon passeport. Il me dit ah mais t'es trop con, ça passera pas. Puis je dis, mais fallait pas l'envoyer. Et puis il me dit, non, moi je l'ai fait renouveler, c'est bon. Je dis, bon, très bien. Puis on arrive à Zurich et il distribue les passeports, etc. Et il dit, Shervet, t'as ton visa ? Ouais, c'est bon. Donc on part pour la Russie. Nos sacs sont partis en soute, les cannes, etc. Le gars n'a pas de visa. Donc il est reparti. Il n'a pas pu passer la frontière. Il n'est pas venu. Mais nous, on est arrivé en Russie, on avait son sac et ses cannes. Donc, Il se fait refouler à la frontière à Moscou ? Non, à Zurich. Ah ouais, à Zurich, ok. Donc, tu vois, des histoires, mais je pourrais t'en raconter 1000 avec lui. Mais pour moi, ces années-là, c'est vraiment une amitié, tu vois, même si aujourd'hui, on ne s'appelle pas tous les jours, etc. Mais à chaque fois qu'on s'appelle et qu'on se voit, on se raconte les trucs qu'on a fait. Mais je pense que les gens, ils ne croiraient pas la moitié de ce qu'on a fait. Et c'est assez génial. Genre, j'aime beaucoup l'anecdote. Évidemment, je ne la connaissais pas. On a eu Tristan Shervet qu'on est allé faire à Berne, c'était l'année passée. On avait adoré ce moment parce qu'on voulait un peu montrer aux gens Tristan Shervet, qu'est-ce qu'on peut dire ? L'homme derrière la brute, c'est vraiment les guillemets, parce que les gens ne le voyaient que comme le type qui mettait des grosses boîtes, qui était un peu foufou sur la glace. Toi, tu as un rapport visiblement presque fraternel avec Tristan. Mais Tristan, tu vois, depuis toujours, il est super respectueux. Tu vois, avec ma mère, elle le dira toujours, par exemple, Tristan, il est tellement respectueux, toujours bonjour, au revoir, merci, etc. Tout le temps. Après, c'est vrai qu'il est quand même un peu fou, le gars. On va pas le faire passer pour un ange non plus, mais c'est vrai alors sur la glace, il donne tout. Il n'a pas de limite. Il donne tout, mais il donne tout, mais contre lui aussi. Il va bloquer des shoots, il va prendre des checks aussi pour les autres. Donc, il en donne, mais il reçoit aussi beaucoup. Mais lui, il est tellement fort vis-à-vis des critiques, etc. Il ne s'est jamais arrêté. Et puis, il fait quand même une carrière qui est incroyable. Je veux dire, je pense, voilà, aujourd'hui, il a son contrat de 8 ans. Je pense qu'il va gentiment rentrer dans les légendes aussi à Berne. S'il n'y est pas déjà, en fait. S'il n'y est pas déjà, effectivement. Quand on dit Tristan Shervet, Steiner von Huns. Et la deuxième partie de la question, c'est qu'est-ce qui t'a manqué pour passer de junior à l'équipe A ? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas un passage obligé. Les M20 ne passent pas tous dans l'équipe A, bien au contraire, c'est une minorité. Mais toi, tu arrives à pointer du doigt ce qui manquerait ? Ce qui l'a manqué ? Je pense que c'est clair que le step il est énorme entre les moins de 20 et puis l'équipe A. Mais après, c'est des simples questions de saison. Voilà, je pense que après les moins de 20, on était encore en Ligue B avec Lausanne aussi. Donc là, c'est clair que quand tu joues en Ligue B, là, tu peux déjà oublier, ça me paraît complètement logique. Et puis après, c'est vrai qu'on a eu les premières années en Liga où voilà, j'ai jamais eu en fait de saison qui me permettait de prétendre à ne serait-ce que faire un tournoi, quoi. Je pense qu'il y a dans la logique des choses, les gars qui sont passés avant moi, je pense à Gaëtan Haas, Chervet, Chapi, des gars comme ça, c'est les gars qui ont fait vraiment un step après dans leur carrière sur des saisons où ils ont vraiment bien joué, et puis là, ils ont mérité leur place, que moi, j'ai pas fait. Tu disais avant, quand tu étais à Mérin, tu voulais pas aller à Servette. Est-ce qu'au moment où tu es à Servette en 10-11 et qu'on te prête à Lausanne, tu as eu la même chose, genre non, ceux-là là-bas, je les aime pas, je vais pas à Lausanne? Ouais, clair. Non. C'était un peu différent. Ouais, c'était une situation un peu bizarre où l'année d'avant, j'avais fait quelques matchs, un petit peu les playoffs, il y avait eu la finale, etc. Et puis à Genève, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es jeune, tu n'es pas livré à toi-même. Ça passe tout par Chris à l'époque, Max Orley. Où moi en fait, on devait demander l'autorisation pour les vacances. Et en fait, tu les méritais ou pas. Donc, il disait oui, tu as bien travaillé, tu peux partir de telle date à telle date. Ou alors, il te disait non. Et cette année-là, il m'a dit écoute, tu fais ton été, tu prends pas de vacances, tu t'entraînes comme un fou.
et je te donne ta chance. Donc, ok, parfait, j'ai travaillé comme un fou. Et puis justement, j'avais un camp, je pense que c'était à Lenzerheide dans les Grisons, où le samedi avant le dernier match du tournoi, en fait, il y a Louis Matt qui m'appelle, il me dit, écoute, je voulais juste te dire, on te prête à Lausanne dès lundi. Je dis, ok. Donc, tu te retrouves dans les Grisons, t'as pas d'affaires, tu vois, tu prends les habits de l'équipe suisse, tu vois, les trainings, les trucs comme ça qu'on te file. Et puis le lundi, Lausanne partait en camp à la Vallée de Joux, toute la semaine. Ok. Donc moi, en fait, si tu veux, je parle samedi après le match, puis c'était le dimanche même. Donc le lendemain matin, j'étais à Lausanne, puis je dors sur le parking, quoi. Toi, puis le matin, les gars arrivent, et puis salut, je suis nouveau, quoi. Mais oui, je me le suis dit, c'est normal, t'es un peu déçu, tu vois, tu te dis, ah merde, j'ai passé mon été à travailler, et puis finalement, j'aurais pas ma chance, etc. Tu vois, tu remets un peu le truc en question, bon, t'es jeune aussi. Mais ouais, je me le suis dit, mais je me suis très vite adapté, tu vois, il y avait pas mal d'anciens joueurs de Genève, on était une équipe vraiment jeune, tu vois, Chavaillac, Amerzin, tu vois, on était tous jeunes à ce moment-là, et puis je me suis intégré, dès le voyage en car pour monter à la vallée, j'étais intégré. J'ai une question de Yvan Denéréas, de nouveau, Actif. mais je vais la prendre et essayer peut-être d'élargir un tout petit peu parce qu'il pose la question durant ces 10 années au LHC, quel coaching staff lui a le plus convenu et lequel le moins et pour quelles raisons. Et puis j'avais envie de dire, quel est le coach qui t'a le plus marqué finalement dans ta carrière, et là on élargit. Alors, dans ma carrière, c'est simple, très très simple, je l'ai de suite, c'est Gerd, 100%. Donc c'est Neusern. Hein. Ouais, tout à fait. Pourquoi? Simplement parce que, en fait, quand lui est arrivé, donc il était assistant, il arrive et puis ils le mettent coach par intérim où ils lui disent voilà, tu vas jouer 5 matchs. Tu coaches 5 matchs, puis après, on verra ce qui se passe. Et lui, en fait, c'est quelqu'un qui arrive à tourner chaque événement qui se passe, qui sont négatifs, il arrive à les tourner en fait, pour renforcer l'équipe. Donc lui, il vient, il a 5 matchs, et puis il nous dit, bon les gars, j'ai 5 matchs, est-ce que ça vous dirait pas qu'on emmerde un petit peu le monde, et puis qu'on joue bien ces matchs, puis après, peut-être je peux rester. Puis là, à ce moment-là, tu vois, il y a les leaders, Kons, Reist, qui connaissent Gerd aussi d'avant, qui disent, on joue que pour lui. Donc on est sur une saison complètement pourrie, et là, on va gagner les 5 matchs. Ok, puis finalement, ils disent, bon, on va te garder jusqu'à la fin de saison, voilà, c'est super, puis on montera l'année prochaine. Mais lui, à ce moment-là, il dit pas super, je suis en roue libre, tant mieux, je suis le coach, je fais un peu le malin. Lui, il utilisera chaque événement en fait, jusqu'à la promotion en fait, où il nous dit c'est nous là le vestiaire, on est contre le monde. Personne va venir nous aider, personne du bureau va nous aider, personne là va nous aider. Il y a que nous. Donc lui, il a réussi à tourner chaque événement négatif, qui peuvent être pris négatifs, il les a tournés toujours en positif. Quand avant la finale, il apprend que Heinz Heller ça a été engagé à sa place. Alors que peut-être qu'on va faire la promotion, mais il le tourne, il vient, il nous le dit. Il dit, écoutez les gars, voilà, je vous dis la vérité, l'année prochaine, il y a un nouveau coach qui arrive et tout. Et nous, on l'aime dans le fond, tu vois, Gerd, on l'adore. Et on dit, ah merde et tout. Du coup, ok, on va gagner pour lui. Et chaque série, c'est comme ça. Et chaque série. Et puis, c'est quand même je pense que c'est l'entraîneur avec qui j'ai eu le plus de succès. Parce qu'à un moment donné, il nous a pris, on était à la ligne Berton, Augsburger et puis moi. Il dit, mais les gars, vous jouez tellement bien, c'est cool. Mais au bout d'un moment, il faut commencer à marquer des goals. Et puis là, on le regarde, on dit, ouais, mais c'est pas notre rôle. Puis non, mais les gars, vous vous rendez pas compte de ce que vous avez dans les mains, de ce que vous pouvez faire. Et il nous prend, il nous oblige. Il nous oblige à lâcher un peu la défense, à tout ce genre de choses. Puis je pense que les trois aujourd'hui, voilà, Oxo, Berton et puis moi, je pense que c'est la période où on arrivait au match et on savait qu'on aurait des chances de marquer, etc. Pour à la fin avoir un succès. Je pense qu'on a vécu un truc de fou avec Gerd et moi je garderai toujours cette image de lui. Cette promotion, c'est pour l'instant, sportivement et humainement, c'était un peu le sommet avec Lausanne. Ouais, 100%. Parce que c'est tellement, c'était attendu. J'ai jamais joué dans une patinoire comme ça, même par la suite, tu vois. C'était plein, mais c'était pas plein, c'était pire que ça. Et puis c'est tellement long, tu vois, tu as une série de plus que de playoffs de Liga, tu vois, où après tu as une série finale en fait où tu n'es clairement pas le favori, tu joues contre une équipe de Liga. Donc c'est encore plus dur, tu vois, et puis il y a tout qui fonctionnait cette année, tu vois, tu es obligé d'avoir une bonne équipe si tu veux gagner, tu vois, tu gagneras jamais si tu as une équipe où les gars s'entendent pas, mais tu as l'impression de créer des liens tellement forts avec qui tu montes que même aujourd'hui, tu vois, comme
chaque fois à la date, tu vois, on poste des trucs, Instagram et tout. Et puis à chaque fois, moi j'écris avec des gars, tu vois, que j'ai connus juste l'espace de ces playoffs. Tu vois, je sais pas, Andreas Kung à Turgovie, on s'écrit. Bah, c'est fou, mais ne te demande pas pourquoi. On s'écrit, tu vois, on s'écrit. Tu vois. Daniel Corso, non? Moi j'aimerais bien, moi j'adorais ce gars, mais non, lui il a un peu disparu. En Biélorussie, après c'est un peu compliqué. Puis alors, celui qui a le moins convenu, ou le pire convenu? Le moins convenu, j'aurais, j'ai appris presque avec chacun. Tu vois, par exemple, avec Heinz, tu vois, il y a des moments où je te dis, j'aurais détesté ce personnage qu'il avait tellement dur, tellement presque pas humain un petit peu, où quand tu étais au fond, il venait presque pas t'aider en fait à remonter la pente. Je t'aurais dit lui, mais finalement, quand je repense aux saisons, tu vois, où à chaque fois que je jouais bien, je jouais en fait. Donc, tu vois, il y a un petit peu de Heinz qu'il y a un moment où j'ai pas trop apprécié. Mais après, je pense que c'était une saison comme cette année où tu joues pas. Voilà, la personne qui venait m'annoncer que je joue pas, la personne qui faisait les lignes, officiellement, c'était le coach cette année. Donc, malheureusement, je dirais McTavish. Est-ce que McTavish, est-ce qu'il est... Je sais pas si je pèse mes mots, mais est-ce qu'il n'est pas un peu trop à la vieille école? Est-ce que il faut pas un peu un rafraîchissement, tu sais, de dire, ok, on veut toujours des nouveaux joueurs, et on sait qu'il y a une période qui va allez, on va dire de 20 à 35 ans, si on prend c'est une très jolie carrière. Est-ce que certains coachs aussi, des fois, on ne devrait pas se dire, voilà, on prend un plus jeune, puis que à l'ancienne, même si tu as fait des titres NHL, même si tu as une grande carrière de joueur, ouais, mais bon, t'es plus trop up-to-date, quoi. Ouais. C'est vrai qu'il avait un côté comme ça, un petit peu vieille école aussi, tu vois, je pense. Dans les interviews, tu as pu voir, c'était très, très Amérique du Nord. Après, pour moi, il n'y a pas de bon, de mauvais système. Tu vois, une fois que le système il est respecté, il est respecté. Qu'il soit bon ou mauvais, l'important, c'est que tout le monde soit sur la même page. Et là, tu as une chance. Mais si ça se disperse un petit peu, tu vois, là, ça ne fonctionne pas, c'est clair. Après, en tant que personne et humainement, je pense que le McTavish, c'est vraiment une bonne personne. Tu vois, je pense qu'il a jamais voulu du mal à quelqu'un. Ça, je tiens à le souligner parce que c'est pas une mauvaise personne. Jamais je dirais ça de lui. Mais ouais, je pense que par moments, il a été un petit peu dépassé pas par les événements, tu vois, mais je pense il lui a manqué peut-être un peu d'expérience en Suisse, tu vois, de connaître vraiment tous les joueurs, de vraiment comprendre le fonctionnement aussi du championnat, la mentalité aussi qui était un peu différente de la nôtre sur les entraînements, sur les jours de congé. Je pense qu'il lui a manqué un petit peu de ça. Et puis, ouais, tu vois, à la fin, on parle d'une saison ratée, tu vois. Tu dis il a manqué peut-être un peu d'adaptation, de connaître la mentalité. C'est l'impression de l'extérieur qu'on avait aussi par rapport à Peter Svoboda qui est arrivé. Et nous, à ce micro, on a assez souvent dit qu'on aimait bien, surtout l'été passé, qu'il arrive et que finalement, il n'avait aucun a priori. Puis, il tape du poing sur la table, il n'hésite pas à faire des transferts, à essayer d'améliorer son contingent à très court terme. L'été passé, on trouvait ça plutôt bien, mais en courte saison, il y a eu beaucoup de changements. Et ça aussi, de l'extérieur, je me demandais s'il n'y avait pas un manque de compréhension du milieu. Toi, tu l'as ressenti comment dans ce vestiaire, ces changements? On a déjà parlé de Vermin et Moy, mais ça... Oui, mais il y a eu Léoné, il y a eu Oidemark, Tchachka. Konaker. Ouais. Alors, c'est bien oui et non. C'est une idée. En tout cas, lui, de base, il a dit que ce serait comme ça. Il s'y est tenu à 100%. Il n'a pas tourné sa veste au milieu ici. Et puis, je pense qu'il va s'y tenir encore, certainement pour cet été aussi. Après, tu vois, la différence peut-être entre la NHL et puis chez nous, tu vois, c'est que j'ai un peu l'impression en NHL, voilà, on te pose à tel endroit et puis tu fais ton job, tu vois. En Suisse, j'ai l'impression que si tu veux gagner quelque chose, si tu veux avoir du succès, tu dois faire une équipe. Et je pense qu'il a peut-être oublié le paramètre de se dire, ok, une équipe, c'est pas 25 gars que j'ai pioché à gauche, à droite. C'est une espèce de mentalité, de culture avec un noyau dur où les gars viennent se greffer. Tu vois, j'ai l'impression qu'on nous a un petit peu posé, et puis on nous a dit, voilà, aujourd'hui, vous êtes une équipe. Alors qu'une équipe, tu vois, ça se crée, tu dois créer des liens, tu dois
Alors c'est clair que le Covid, il n'a pas aidé, tu vois, peut-être pour aller boire un verre, tu vois, mieux apprendre à se connaître, ça a clairement pas aidé. Mais est-ce qu'on a vraiment été construit pour former une équipe, tu vois, avec chacun son rôle? C'est un peu l'impression que j'ai eu et que plusieurs autres joueurs ont eu, c'est qu'on est arrivé dans les playoffs et puis certains ne connaissaient pas leur rôle en fait. Tu vois, ok, quel est mon rôle aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais faire? Donc ça, il a manqué un peu. Après, bon, les transferts individuels, ça c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il y a un côté, tu vois, il y a un côté humain, il y a un côté aussi au niveau du sport, il y a plein de choses comme ça. C'est sûr que ça fait toujours un petit peu mal au cœur de se dire bon bah Conacher il est parti, voilà, on lui a reproché, c'est vrai, un petit peu le niveau du hockey, quoi, où on lui a dit voilà, tu marques pas assez, etc. Et Mais puis coéquipier exemplaire, sinon. Hein. ouais, magnifique. Non, franchement, ouais, moi, on avait toujours un peu les rituels avec Kenny, on buvait le café le matin, etc. Puis c'est vrai, quand il est parlé, on se dit, ouais, c'est vrai, il manquait, parce que tout le monde l'appréciait, ça c'est clair. Puis ouais, ça fait un peu mal au cœur de se dire, bah, il part à Berne et puis tout fonctionne de nouveau pour lui. Donc finalement, il avait ces capacités-là. Est-ce qu'on l'a vraiment mis dans les conditions où il pouvait s'exprimer à fond, tu vois? Parce que de nouveau, marquer des goals, alors tu as l'aptitude certainement technique, physique, mais il y a aussi une question mentale de confiance. Et les buteurs, c'est comme ça dans tous les sports. On voit au foot aussi où les gars disent ouais, il n'y a pas la confiance. Et ça, c'est peut-être sous-estimé, ce niveau de confiance. Il faut qu'on te donne la confiance si tu veux marquer des goals. Et je pense qu'on ne lui a pas donné la confiance nécessaire. Tu parlais avant de noyau dur d'un vestiaire. Moi, si je devais, de l'extérieur, décrire le noyau dur, t'en ferais partie. Étienne Froidevaux en ferait partie. Joël Genadzi en ferait partie. Bah, déjà, avant, j'ai une question à ce sujet, mais je suis à côté de la plaque ou c'est justement un petit peu cette lecture est assez juste? Ouais, il est enfin, le but, c'est qu'il soit beaucoup plus gros que ça, en fait. Le but, c'est d'avoir le noyau le plus grand possible. Et en fait, d'avoir, tu vois, que chaque nouveau joueur n'ait pas le choix, en fait, de s'intégrer dans ce groupe-là. Alors après, s'intégrer, c'est pas automatique, tu vois. Il faut aussi que le noyau ouvre ses portes. Donc ça, c'est un peu le but, si je peux imaginer. Après, oui, avant cette saison, c'est clair que Eti, c'était le capitaine de l'équipe. Je pense que j'ai pas besoin de refaire aussi non plus sa personnalité pour dire aux gens que Eti, c'est quelqu'un d'ouvert, de profondément gentil. Après, c'est sûr que voilà, quand tu lui fais un coup comme ça, où tu lui dis bah, qu'il ne jouera pas, que tu lui enlèves le capitanat, des choses comme ça, c'est sûr que derrière, pour lui, c'est pas facile de faire partie de ce noyau, étant donné qu'on te pousse à l'extérieur. On te sort de ce noyau, on dit t'en fais plus partie. Derrière, bah, c'est clair que tu perds un gros élément de ce noyau. Et puis, ouais. Justement, on a eu des questions en tant qu'ancien du LHC, donc proche de Froidevaux. Comment as-tu vécu la nomination de Barberio comme capitaine et comment l'équipe a-t-elle perçu les gestes de Barberio en play-off? Alors, on va aller dans l'ordre. Mm-hmm. Le capitanat, pour moi, de l'extérieur, encore une fois, j'aurais imaginé un Genadzi recevoir le C de manière finalement assez logique pour ce qu'il a amené au club, pour sa longévité au club, etc. Ouais, ça se jouait entre Froidevaux, Benji et Genadzi, si on voulait vraiment. Hein. Voilà, mais c'est Barberio qui est arrivé. Moi, je me rends pas compte, le rôle de capitaine, pour toi, par exemple, est-ce que ça a une vraie importance au-delà d'aller parler à l'arbitre avant le match? Enfin, je caricature, mais... Oui, ça a une importance, oui, parce que c'est un peu comme la figure qu'on met quand même devant, quoi, en première ligne. Hein. Donc, ouais, c'est assez important. Comment tu as vécu la nomination de Barberio, Ouais. qui, on rappelle, donc Barberio descend de l'avion, un peu de choses près, il n'a encore pas pris son appartement, Ouais. mais par contre, il a déjà le C sur le maillot. Ouais. Alors, une chose, c'est que c'est pas lui qui est allé dans le bureau et qui a dit je veux être capitaine. Donc ça, c'est important aussi de voir ça. C'est que c'est un choix je vais dire du directoire, quoi. Qui a pris la décision, je sais pas exactement. Après, si on remet un peu les événements dans l'ordre, c'est on va dire que fin août, je pense que la décision est prise assez vite de dire que Froidevaux il jouera pas. Donc à ce moment-là, c'est sûr que tu dois trouver un nouveau capitaine. L'idée de Barbero, je pense que c'est quand même un peu le cadeau empoisonné, quoi. Parce que lui, il débarque, il connaît pas l'équipe, il connaît pas le fonctionnement, il connaît même pas les plannings, quoi. Il sait pas comment ça se passe au niveau des jours de congé. Et puis derrière, il y a un peu tout le monde qui lui donne ces responsabilités-là, quoi. Ok, voilà, on veut aller manger toute l'équipe, faut que tu organises.
Lui, il connaît, voilà, les restos sont fermés, il connaît personne, etc. Donc, il doit toujours demander de l'aide à gauche, à droite. Voilà, tout le monde lui dit oui, mais les autres années, on avait toujours congé le mercredi, etc., etc. Et puis cette année-là, le coach, il peut pas donner congé le mercredi. Donc, on l'envoie un peu au casse-pipe. On dit maintenant, tu vas dans le bureau et puis tu demandes congé le mercredi. Donc, lui, il se retrouve un peu dans ce rôle-là qu'il a pas forcément demandé. Qu'il accepte avec plaisir de base parce que voilà, c'est comme un honneur, etc. Tu te dis, ça va être top pour l'intégration, ils me font confiance. Nord-américain en plus. Voilà, l'organisation voit quelque chose en moi, donc lui, il l'accepte. Mais c'est quand même le cadeau empoisonné de la part du directoire, du club. Je pense que voilà, peut-être Gennady, ça aurait été plus adapté pour les à côté, parce que voilà, le leadership de Barberio, on aurait très bien pu l'utiliser. C'est pas parce que tu n'as pas le C sur le maillot que tu n'as pas le droit de parler. Ça, je pense que c'est une règle de base. Tu peux avoir 0 titre dans l'équipe et parler et puis être un leader. Donc, je pense qu'ils lui ont quand même fait un sacré cadeau empoisonné. Et la deuxième partie de la question de Émile Gallet, c'était par rapport aux playoffs. Et donc, on rappelle, il a eu une suspension de 6 matchs pour un piquage sur Andrigetto, puis une charge à la bande. Et le match d'avant, où j'avais parlé de coup de Hornous sur la tête à Haro, ce qui est passé complètement entre les mailles du filet pour une raison que j'arrive pas vraiment à expliquer. Toi, tu as vécu comment ça ? Bon, c'est bien, il essaie de s'adapter un peu à la Suisse, il se met au Hornous, c'est pas mal. On peut pas lui reprocher son manque d'intégration. Ouais, c'est compliqué parce que c'est un peu un craquage, quoi, tu sais. Et puis, c'est clair qu'à ce moment-là, ça aide pas l'équipe. À ce moment-là, on n'a clairement pas besoin de ça. On a besoin de lui dans la meilleure disposition, tu vois, quand il peut jouer, quand il peut dominer sur le power play, des choses comme ça, c'est là où on a besoin de lui. Et puis, ouais, il s'est laissé avoir par ses émotions. Je pense qu'il a pris un peu les choses trop à cœur, tu vois, où ça fonctionnait pas pour lui. Tu vois, on rentre dans les playoffs, il se dit ouais, j'ai marqué qu'un goal, le power play il fonctionne pas, je suis censé être quand même celui qui fait fonctionner le power play. Et puis je pense qu'il y a un peu tout ça, et puis il craque complètement. Et puis Andrigetto, son pote, qui l'embête un peu sur la glace. Pour lui, il y a tout qui va bien, tout fonctionne. Il a un joli maillot jaune. Puis à ce moment-là, voilà, tu vois, c'est impulsif. C'est sûr que c'est pas intelligent. Il le sait, il l'a dit, il s'est excusé auprès de nous. Voilà, il le fait. Et puis c'est clair que ça aide pas l'équipe à ce moment, mais il le regrette. Hein. Moi, j'ai une question par rapport à l'amitié hors glace et ce qui se passe sur la glace. Tu parlais avant de Tristan Chervec, avec qui tu es très proche. Là, il se passe ça, où en gros, c'est son pote. Vraiment, ils sont amis, les deux. Et il va lui envoyer des coups de canne dans le bas-ventre. Sans action de... Contre Elliott aussi, hein, des fois. C'est son frangin, donc là aussi, finalement... Mais comment t'arrives à comprendre ça, qu'à un moment, tu te dises, voilà, je dois tout faire pour mon maillot, pour le maillot de Lausanne, et donc, peu importe l'ami en face, c'est facile de rentrer sur la glace et de faire abstraction du hors-glace. C'est dur. Après, lui, il a clairement réussi. Après, ça donne peut-être aussi, voilà, si je peux un peu l'aider en fait dans ce niveau-là, de dire quand même, lui, il est motivé. Enfin, tu vois, s'il arrive à faire ça à ses amis, c'est quand même qu'il a voulu tout donner. C'était pas la bonne manière de tout donner, ça, on est clairement d'accord. Mais non, c'est quand même compliqué. C'est vrai que je me vois pas faire ça à mon frère, par exemple. Ce serait, je sais pas. Peut-être je vais craquer un jour et le faire, mais ça me paraît super compliqué. Après, un ami, c'est faire mal volontairement, c'est compliqué. J'y arriverai pas. Après, lui, il l'a fait, donc il y a un facteur que je comprends pas et que je maîtrise pas qui est rentré en compte, mais ça me paraît compliqué. Une question de Raphaël Iberg qui demande un coéquipier qui t'aurait marqué plus que tout autre, pas forcément au LHC. Est-ce que tu nous as parlé de Tristan Chervet, mais il y en a d'autres. Peut-être même, ça dépend des. Le plus fou, marqué. Le plus, tu vois, hein, ça, marqué, c'est assez large finalement. Ouais, alors, un, c'est très très compliqué. Un seul, c'est vraiment compliqué. Pour niveau hockey, tu vois, j'ai quand même joué avec des joueurs qui sont très très forts. Après, moi, j'aime bien les en dehors, tu vois, les choses à côté du hockey. Donc, tu vois, je t'ai parlé de Tristan, ça c'est clair, tu vois, pendant des années, on se retrouvait 4-5 fois dans l'année, et puis partait une semaine, tout frais payé, et puis là, tu vois, on faisait un peu n'importe quoi. De nouveau, tu vois, Berton Augsburger, tu vois, qui est à ce moment-là, quand tu joues le meilleur hockey de ta vie, tu vois, j'étais pas tout seul, on était les trois dans l'histoire. Après, il y a, tu vois, Neuenschwander,
tu vois, qui lui est, tu vois, Cahill, Cahill, qui est d'un tempérament tellement calme, mais quand on commence à sortir, c'est plus le même. Après, à Corso aussi, lui, il était complètement fou. Tu vois, il a joué dans le dernier match de la saison régulière contre Sierre. Donc il faut imaginer, on joue Sierre qui est en faillite, qui aligne des juniors Elite B de Sierre. Lui voulait se battre absolument. Il a joué tout le troisième tiers sans coup d'hier. Beaucoup plus facile pour se battre sans coup d'hier. Il a joué le troisième tiers sans coup d'hier. Et il courait après tout le monde. Tu vois, tu vois, c'est Sierre. Franchement, ils avaient une équipe à ce moment-là. C'était compliqué pour eux. Ils avaient, tu vois, des juniors Elite B. Et nous, on avait Corso qui voulait se battre avec tout le monde, qui jouait sans coup d'hier. Donc, tu vois un peu le truc. Et là tu essaies de lui parler. Et tu dis, je m'en fous. Je vais tuer tout le monde. Tu vois, et nous, il était assis à l'époque. Lui, quand il est arrivé, il était assis entre Berton et moi, le pauvre. Et nous, on n'arrêtait pas, tu vois, des conneries, mais à n'en plus finir. Et au départ, tu vois, il est arrivé, il était tellement froid. Et au bout d'un moment, en fait, on sortait les trois. On allait le chercher, il habitait Crissier ou Bussigny. On allait le chercher et on sortait les trois. Tu vois, fallait, alors que tout le monde dans l'équipe disait, oh, il est complètement fou, nanana. Et nous, en fait, par derrière, on sortait avec lui, on disait à personne. C'était pas un schtroumpf d'ailleurs, Corso, une fois, tellement il était bleu à force de bloquer des pucks. Ah ouais, non, mais lui, il donnait tout, hein. Vraiment, il donnait tout, tu vois. Et encore pour l'anecdote, quand Gerd, à la Gerd Senneusern, quand le match contre Langnau, où en fait, il y a Setzinger qui se blesse pendant la saison, et puis Setzinger, donc il a les ligaments croisés, etc. Ça fait à peine 3 mois que c'est fait, et il vient te jurer qu'il peut jouer. Tu vois, alors que le médecin dit, il n'y a aucune chance, tout le monde dit, il n'y a aucune chance, et lui, il vient, il te dit, moi, je peux jouer, c'est 100% sûr. Tu vois, et Gerd, à un moment, il se dit, ok, il y a un moment, il va falloir que je le fasse jouer, parce que sinon, il va devenir, tu vois, pas ingérable, mais là, il commence à être trop impatient. À l'entraînement, il se met tout seul sur le powerplay, alors qu'il n'est pas sur la feuille. Tu vois, des trucs comme ça. Faut toujours un peu le retenir, mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, il est obligé d'enlever Corso. Et tout le monde a un petit peu peur de Corso, tu vois. Et, ok, comment il va réagir, qu'est-ce qui se passe? Et puis en fait, on perd le match 5 à Langnau et on revient à Lausanne. Et je me rappelle, on est dans la petite salle de physio et Gerd, il est tout seul et il réfléchit. Et moi, j'étais sur la table de massage et il lève la tête et il me dit, ouais, je le fais. Je vais jouer cette-ci. Puis là, je dis, ouais, mais l'autre, il va craquer. Il me dit, j'ai pas le choix. Il me dit, si je fais jouer Setzinger, sur un match, il peut me faire la différence. Si on perd le match, on perd la série, parce que j'ai perdu Corso et Setzinger. Mais un match, ça peut passer. Je dis, bon, écoute, bonne chance. Hein. Moi, fais ton truc, moi. Et donc, le matin du match contre Langnau, à la maison, tu vois, le match tu vois, que tout le monde attend. Tu vois, Corso aussi, tu vois, il joue tous des playoffs, etc. pour arriver finalement à ce match-là. C'est celui-là que tout le monde veut jouer. Et là, Gerd lui annonce qu'il ne jouera pas. Donc, nous, on attend dans le vestiaire, tu vois, un petit sourire en coin. On se dit, tiens, il va tout péter. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Et il rentre et en fait, il va distribuer les maillots. Donc le gars a dit, écoutez les gars, moi, on ne me fait pas jouer, c'est une chose, mais je suis là pour l'équipe. Toi, et tout le monde a dit, putain, ok, bon. Je ne sais pas ce qu'il lui a dit dans le vestiaire, mais le gars est venu distribuer les maillots individuellement à tout le monde. Daniel Corso qui a terminé, donc, comme tu disais, sa carrière à Junost Minsk en 17-18, donc il a joué 4 saisons là-bas, ouais. Il a joué en Finlande, il est revenu à Holten, après il est parti à Minsk, 4 ans, et il est coach actuellement, il est entraîneur assistant en QMJHL, okay. Au Drakkar de Bécomo. Okay. Il a fait une première saison au Forer de Val d'Or. Maintenant, il est à Bécomo, toujours assistant. Il va faire une 3e saison en tant qu'assistant coach. Donc, peut-être qu'on verra Daniel Corso revenir comme entraîneur un jour, peut-être en championnat suisse. Micro parce on le prendra à ce micro. Hein. Exactement. Oh d'ailleurs, ça me fait penser, on parlait de joueurs. Quentin Girard, si tu devais faire ton bloc type avec lequel tu as joué au LHC, quel joueur tu choisirais? Ça risque d'être assez compliqué, peut-être. Bon, gardien, assez facile. Christo. Ça, on y est. Ça, c'est OK. Alors, défense. En défense, alors je mettrais Genadzi en défense. Genadzi. Et puis, avec qui j'ai joué? Marek Malik. Tu te rappelles de lui? Le grand ouais, exactement. Alors, qui avait fait un goal entre les jambes. Exactement. Quand j'étais à Genève, il m'obligeait à sortir avec lui. Je devais sortir avec lui. Il avait besoin de quelqu'un pour sortir. Le wingman. L'ailier. 18 ans, quoi. Donc, tout heureux, quoi. Donc, je sortais toujours avec lui. Donc, je le mets là. Ça ferait une belle paire. Parce que lui, il était magnifique. En attaque,
Je vais mettre... c'est dur ça, hein, une ligne, trois attaquants. Ou peut-être 2, puisque tu te mets dedans. Donc, Je me mets pas dedans. Top joueur. Je mets Chervet. Ouais, Chervet, j'ai joué avec lui. Alors je mets, ça c'est clair. Chervet, c'est sûr. Chervet, je mets Eti. J'ai besoin quand même un peu de défense. Et puis, Louis Vara. Ouais, elle est pas mal. Ouais. Chervet, Louis Vara, Froidevaux. Une jolie ligne, ça. Ouais, ils peuvent jouer powerplay, boxplay, ils peuvent tout faire. Toi, tu as connu les passages. Moi, j'aime bien utiliser la métaphore politique. On passe à droite, on passe à gauche, on revient à droite quand le gouvernement ne nous plaît pas. Et j'ai l'impression qu'en hockey, il y a un peu ça. On va en Finlande. Quand la Finlande nous énerve un peu, on va au Canada. Puis après, on revient en Suède. Puis après, on revient au Canada. Toi, tu as connu les deux mentalités, entre plein de guillemets, parce que le hockey se mondialise quand même de plus en plus. Et Grönborg est un entraîneur suédois, mais qui a été formé en Amérique du Nord. Donc. Mais ce choc des cultures, on va dire, quand tu as un Itonen qui débarque, un Louis Vara ou un Daniel Bang, etc., et un Canadien, tu vois une vraie différence dans le vestiaire. Ouais. Franchement, l'année où on a eu l'arrivée des Scandinaves, ces années-là, notamment l'année où on avait Pesonen, Louis Vara et Itonen, là, ils sont tellement leur culture est pas si éloignée de la nôtre, en fait, tu vois. Donc eux, ils débarquent là et puis ils sont très proches de notre culture. Là, eux, ils se sont adaptés tellement facilement. Et là, on a fait... Ouais, ça, c'était une année, c'était tellement cool, tu vois, où le coach il a voulu les séparer par qui parlent en finlandais, tu vois, les trois bloqués. Super, ils parlaient à travers le vestiaire en finlandais. Donc c'était pire que tout, quoi. Il aurait fallu les mettre à côté parce qu'on n'en pouvait plus, cette langue. Donc c'était... Mais les trois là, je rajoute Bang aussi, qui était vraiment un super gars. Voilà, il n'a pas pu rester assez longtemps avec nous. Mais les trois Finlandais, c'était exceptionnel parce qu'ils viennent du même bled. J'appelle ça un bled, c'est un peu, c'est pas péjoratif, tu vois, mais c'est vraiment une petite ville de hockey où ils ont gagné le titre, ils ont fait une surprise complète de gagner en Finlande. Mais de nouveau, tu vois, quand tu gagnes quelque chose avec certains joueurs, t'es un peu lié jusqu'à la fin de ta carrière. Je veux dire, peut-être pas à vie, mais jusqu'à la fin de ta carrière, t'es lié. Donc eux, ils sont arrivés, ils étaient amis. Donc ils sont arrivés amis, les gars. Et puis derrière, c'était incroyable parce que c'était des joueurs vraiment forts. Mais à côté de ça, adaptés et puis amis en dehors. Donc quand ils venaient avec nous, tu vois, une petite anecdote comme ça, on a fait une sortie à Londres. Donc faut imaginer, ils ont leur famille, ils ont leurs trucs, etc. Mais à ce moment-là, ils disent à leur femme, écoute, moi je pars 3 jours, je pars à telle date, je reviens à telle date. On les a pas vus, on les a croisés en boîte. Hein. Donc on se pose, on se donne rendez-vous 2 heures après au lobby, le temps de faire une petite sieste. Ils sont déjà au bar, c'est 9 heures le matin. Toi, et ça, c'est des souvenirs aussi, mais incroyables, tu vois, parce que toi, c'est des soirées comme ça où ils sont tellement gentils, et ça crée des souvenirs. Je pense qu'on en parlera encore avec Genadzi, Eti, tu vois, tout ça, pendant des années, parce qu'ils sont magnifiques. T'as juste mentionné Daniel Bang, qui, malheureusement, si je me rappelle bien, il a eu une commotion cérébrale en Suisse, puis il n'a plus pu jouer au hockey, malheureusement. Et j'ai un souvenir, mais peut-être que c'est faux, des premiers playoffs de Lausanne contre Zurich, un match où vous menez rapidement 3-0, tu es sur la ligne de Bang et tu mets 2 buts, c'est juste ? Ouais, le premier à Zurich. C'est ça ? Ouais, c'est le premier match des playoffs à Zurich, ouais. C'était un peu le match... Là, cette équipe-là, avec Heinz Sellers, on ne l'attendait pas, c'était vraiment... Lausanne déjà qui se qualifie pour les playoffs. Il y avait vraiment une équipe à ce moment... dans la définition que tu nous as donnée d'une équipe avec un noyau et tout, sous Ehlers, là, cette première année. Ouais, il y avait, tu vois, un peu ce noyau de la promotion, tu vois, où je mettrais, tu vois, aussi Stalder, Leger, qui était là aussi depuis des années à Lausanne. Deruns, il a fait cette promotion-là aussi, tu vois, Deruns, Kons, il y avait Reist encore, on avait, tu vois, un grand leader aussi dans le goal, tu vois, Christo. On avait aussi un peu une assurance derrière, tu vois, on n'avait pas trop de panique avec ça. Les étrangers fonctionnaient bien, tu vois, on avait Setzinger, Genoe qui eux jouaient ensemble depuis un bon moment, Bang et Itonen aussi qui fonctionnaient bien. Là on avait ce truc aussi d'équipe, et puis c'est plus facile en fait si tu pars contre Zurich, tu finis 8e, premier play-off de l'histoire, tranquille, si on perd 4-0, personne va nous en vouloir. Et puis on est parti là-dedans un peu sans trop savoir, et puis ce match dont tu parles en fait, on marque sur le premier shift en fait sur une déviation de Blindenbacher, tu vois. Donc on commence le match, on a 0 shoot, on gagne 1-0. Tu vois, donc tu vois,
quand les choses vont un peu dans ton sens, après ça fonctionne, ça roule. Et puis Zurich, c'est vrai qu'ils aimaient pas jouer contre nous parce qu'ils avaient une équipe super talentueuse. Tu vois, Vic, il était aussi au top à ce moment-là. Ils avaient beaucoup de talent et nous, c'est vrai qu'on bloquait avec Heinz, on bloquait tout ça. Et eux, ils détestaient jouer contre nous. Dans la saison, on avait eu pas mal de succès. Ils aimaient pas jouer contre nous. Et puis là, ils devaient se taper au minimum 4 matchs, puis ça les enchantait pas trop. Et puis bon, voilà, sur le dernier match, là, ils ont vraiment montré aussi qu'ils étaient supérieurs. On a perdu que 1-0, c'est vrai, mais je pense qu'on n'avait pas de chance dans ce match-là. Durant ton passage à Lausanne, donc c'est quand même une dizaine d'années, il y a eu plusieurs aléas, on va dire. Il y a eu cette promotion dont on a déjà parlé. Il y a eu un rachat par Ken Stickney. Il y a eu une revente à un groupe d'investisseurs, etc. Quand on est dans le vestiaire, et sans parler de cas précis, mais finalement, est-ce que ça a une vraie importance pour vous ? Oui. Alors oui, clair, parce que c'est notre job, en fait, tu vois. Il faut aussi voir qu'on suit l'actualité, on n'est pas enfermé dans une bulle en dehors de la réalité. Quand on te parle d'investisseurs étrangers, ça fait toujours peur. Parce que finalement, on entend énormément d'histoires. Il y a pas loin de chez nous, hein, tu vois, Xamax, Genève, tout ça. Quand on parle d'investisseurs étrangers, on a toujours ce feeling-là, cette impression-là, où peut-être c'est un peu manquer de respect à ces gens-là, parce qu'il y en a qui le font très très bien. Où on dit super, il va mettre de l'argent, puis un jour il va partir. Et à ce moment-là aussi, tu vois, quand Stickney est là et on dit oui, on n'a jamais été dans de meilleures mains que ça. Oui, en même temps, le gars, il va pas venir et puis te dire les gars, je vais vous donner plein d'argent et dans 6 mois, je me casse. Et vous êtes tous dans la merde. Tu vois, il va jamais te le dire. Donc, en fait, on a toujours un peu cette appréhension-là. Et puis, ça s'est vérifié avec l'histoire de Stickney, notamment où il part et puis il laisse une ardoise qui est colossale. Où pas personne finalement, puisque certains l'ont repris, mais où très peu de monde est capable de reprendre ça. Il existe Gregory Finger. Ah oui, il existe. C'est vrai ? Et il parle beaucoup. Donc tu l'as vu ? Je l'ai vu, oui, on l'a vu, on l'a rencontré. C'est un personnage, un personnage de A à Z. Alors après, quand on entend les montants qui donnent au club, etc., qui fait don, on appelle ça comme on veut, on le repère pas parce qu'il est complètement à l'opposé de ce qu'on peut imaginer d'un millionnaire ou milliardaire russe. Donc on peut l'imaginer arriver en jet privé, rouler en Ferrari, porter des bagues en or, etc. Si je vais dans le cliché un petit peu russe millionnaire, alors jamais. Il arrive en Trabant. Et puis, si on le croise dans la rue, on lui dit bonjour monsieur ou même pas, quoi. Oui, parce qu'on est poli. Par politesse, mais après, c'est inimaginable que cette personne-là, que Gregory Finger, soit aussi riche et donne de l'argent à un club. Alors ça, c'est improbable. C'est pour ça qu'il est caché. Personne ne peut imaginer que c'est lui. Vous l'avez peut-être déjà tous rencontré. Il y a une question de Marc Egui. On a déjà répondu à la première partie, mais j'aime bien la deuxième partie de la question. À quel moment as-tu appris que tu n'étais malheureusement pas conservé au LHC ? Merci pour ces nombreuses années. Il y a beaucoup de monde, alors je dis merci pour ces nombreuses années, mais c'est vrai qu'il y a énormément de messages aussi, des gens qui ne posent pas les questions et qui te disent juste merci et que ça a fait un peu chier que tu sois pas... Il n'y a pas le public à Malais pour te dire merci pour ces années. Je l'ai réalisé officiellement, on me l'a jamais dit dans le fond, on m'a jamais dit à un moment donné écoute, tu n'auras pas de contrat, mais j'ai réalisé au mois d'août, clairement au mois d'août en fait, quand je jouais pas les matchs de préparation. Et tu vois, au mois d'août, je joue pas les matchs de préparation. Moi, je vais parler avec le coach une première fois. Je demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire mieux pour jouer plus. Et on me dit non, t'inquiète pas, on a vu ce qu'on voulait voir de toi. On a trouvé une place, on a une place pour toi. Alors oui, j'aurais peut-être dû demander quelle était la place, parce que la place en tribune, je pensais pas que c'était celle-là. Quand on me dit que t'as une place, donc j'aurais dû demander la place. Ça, c'est de ma faute, c'est clair, mais je l'ai pas compris comme ça. Et puis dès le départ, voilà, quand tu joues pas ou que tu commences 13e attaquant, ce qui est concrètement pas un problème en fait pour moi de commencer 13e attaquant une saison parce que c'est tellement long, etc. Mais quand 3 matchs de suite, tu prends la place d'un autre pendant le match et puis tu te dis voilà, j'ai gagné ma place. Concrètement, et que le lendemain, t'es même pas sur la feuille de match, t'es en tribune.
c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis posé 1000 questions. J'ai appelé mon agent. Il m'a dit oui, mais c'est long, panique pas, t'inquiète pas, etc., etc. Mais c'est vrai qu'au bout de la ligne, toi, t'as pas de contrat. Donc, dans quelques mois, t'as pas de contrat, t'as pas de salaire. On est comme tout le monde, on a des factures à payer, etc. Puis c'est notre vie, quoi. On n'a pas envie que ça s'arrête. Et donc, au bout d'un moment, j'ai pas eu le choix, en fait, de prendre les devants. Donc, simplement voilà, ça avançait pas, et je ne jouais pas. Et puis, les chances, elles se rapprochent. Puis c'est vrai que je m'étais fait avoir une fois, comme j'ai dit, à attendre juin. Là, j'ai appris de ça. C'est hors de question pour moi d'attendre juin de nouveau sur une promesse. Donc, à ce moment-là, c'est moi qui prends les devants et puis je demande à partir. Donc, moi, j'ai demandé en fait, à Lausanne de me libérer. Et ils ont accepté à ce moment-là. Donc, ils ont accepté. Donc, en fait, avant la deuxième quarantaine, avant le Covid, en fait, je suis libre. Lausanne me dit, voilà, tu peux partir. Si tu trouves un club qui te prend, on te laisse partir, il n'y a pas de problème. Donc, à ce moment-là, ça veut aussi tout dire, quoi. Je veux dire, à ce moment-là, ça confirme un peu les doutes que j'avais depuis le mois d'août. Et puis, en fait, il y a cette quarantaine qui repousse un peu le truc. Mais cette quarantaine, elle arrive au moment où on se rapproche aussi de la fenêtre de transfert. Donc, c'est compliqué d'être prêté peut-être un mois, d'avoir un transfert. Tout ça se complique. Tu dis que tu as compris qu'on ne te voulait plus. On a l'impression, c'est un peu bancal avec Froidevaux, que c'était un peu la même situation que toi, le club le voulait plus, et puis tout d'un coup, il y a la rumeur Bienne, puis tout d'un coup, il y a la rumeur comme quoi Lausanne... Quand j'annonce un transfert, c'est qu'il est fait, c'est pas une rumeur. Pardon, excuse-moi, Greg. Grand magnifique, non, mais c'est juste. Mais... Non, je rigole. Alors après, est-ce que c'est une rumeur à ce moment-là quand Lausanne est intéressé éventuellement? Parce que je me dis, mais s'il a signé ailleurs, à ce moment-là, tu peux plus revenir en arrière ou... Je l'ai entendu à Colfax, je crois, il y a un gars qui a dit que Lausanne avait refait une offre derrière. Je sais pas si c'est vrai. Mais ça, c'était un peu... on se dit pas que peut-être Lausanne va revenir avec... Alors, la différence qu'il y a eu entre Etienne et moi, c'est que lui, par la suite, en fait, il a joué. En fait, il a eu en fait un petit peu cette coupure où on lui a dit clairement, tu ne joueras pas cette année, ou très peu, où tu vas dépanner. Et moi, en fait, j'ai pas eu cette coupure-là, où on m'a toujours un peu gardé dedans, où on m'a dit, oui, mais ta chance viendra, dès qu'il y a un blessé, t'auras ta chance, je peux pas changer l'équipe parce qu'on gagne en ce moment. C'est vrai qu'au début, on gagnait tous les matchs. Je peux comprendre aussi qu'on veuille pas changer certaines choses. Et on m'a toujours un petit peu gardé dedans, donc il n'y a pas un moment où on m'a dit clairement on ne compte pas sur toi, voilà, si tu veux rester, reste, mais on ne compte pas sur toi. J'ai jamais eu ce moment-là. Et puis je pense que Eti, voilà, quand on lui a dit ça, c'est sûr que lui, il a cherché de son côté. Après, pour Bienne, moi j'étais sûr que c'était Berne. J'étais surpris quand j'ai entendu que c'était Bienne, parce que je parlais avec lui en lui disant oui, mais Berne sera super bien, etc., etc. Tu vas retrouver des copains, etc., etc. Et lui, en fait, il m'a rien dit. Moi, j'étais sûr que c'était Berne. Bon, après, Bienne, c'est son choix à lui, tant mieux pour lui. Ouais. Je pense qu'il est très heureux. Mais je pense qu'au bout d'un moment aussi, on reste aussi humain, on a nos carrières, etc. Je ne parlerai pas au nom d'Eti, mais si on regarde la situation aussi de l'extérieur, je pense qu'avec tous les événements qu'il a vécus, il n'a jamais rien dit, il s'est plaint à personne, il n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre dans le vestiaire par rapport à sa situation personnelle. Mais ça reste un humain et je suis pas convaincu même si l'offre avait été mirobolante et qu'il avait signé nulle part, je suis pas convaincu qu'il aurait repris cette offre. Après, je peux pas parler en son nom, mais voilà, ça me paraît quand même un petit peu mal embarqué parce que je pense que surtout avec Etienne, qui est quelqu'un de très humain, très, ouais, comme j'ai dit avant, tellement gentil, profondément gentil. Disons que tu commences mal ta négociation en lui enlevant le capitanat et puis en lui annonçant que le club comptait pas sur lui. Donc, mais de mon côté, voilà, moi j'avais mon idée en tête. Je pense que pareil, quoi. Au bout d'un moment, je pense que c'est bien aussi d'avoir un peu de changement. Voilà, c'est peut-être un mal pour un bien. Peut-être que ce sera bien pour l'équipe à Lausanne, ce sera bien pour moi. Ça, je sais pas, l'avenir le dira. Mais je pense que le côté humain, il est pas négligeable dans les négociations. Tu te vois jouer jusqu'à quand? T'as un plan de carrière en disant ouais, bon là,
tant que ça, physiquement, ça joue, je continue. Mais parce qu'aussi, on parlait de la vie privée, dire tous les sacrifices que ton ami a fait. Donc, de se dire un peu maintenant, bon, bah, allez, on est un peu. Les vendredis, les samedis, stop maintenant. Ouais. Alors, je m'imagine pas pousser ma carrière à, tu vois, aller jouer jusqu'à 40 ans en me disant, allez, encore un petit dernier contrat, etc. Je l'imagine pas comme ça. Après, voilà, j'ai entre guillemets que 30 ans. Je reste sur une saison tellement frustrante où voilà, tout l'été passé, j'ai pris 0 vacances, je suis parti faire un camp. Je voulais être absolument le plus près possible pour commencer cette saison. C'est tellement de frustration, tu vois, où j'ai pas joué de l'année. Donc je pars quasiment sur une saison blanche. Pour moi, ça me paraît... Tu vois, j'ai envie de retrouver le plaisir, tu vois, le plaisir de jouer, d'arriver à la patinoire. Tu sais que tu vas jouer, voilà, tu sais que si tu performes, tu vas jouer. J'ai envie de retrouver ça, parce que c'est ça, finalement, qui te tient dedans. C'est pas les autres choses, c'est jouer qui nous importe. C'est pas les entraînements. De toute façon, quand tu reviendras à Lausanne, tu auras droit à 4 articles avant, qu'est-ce que ça fait de revenir à Lausanne, etc. Ouais. Tu t'attends à ce que Lausanne te retire ton maillot? Non. Voilà, après, ça aurait été peut-être différent si j'avais arrêté cette saison, tu vois, où ils se disent, bon, il ira nulle part. Ça me paraît compliqué de retirer le maillot d'un joueur qui finit pas sa carrière à Lausanne. Donc, qui sait, peut-être que... Ouais, qui sait, peut-être qu'on ne sait jamais trop de quoi l'avenir est fait, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, non, je ne pense pas que c'est dans les plans, et puis ça me dérange pas. Ton numéro, il a une signification ou il était libre? Alors, oui, il était libre, mais en fait, c'est une histoire de... c'est une histoire en fait de chef matériel quand j'étais à Genève. En fait, j'avais le numéro 10, parce que c'est celui que j'avais en junior, je l'ai gardé après à mes débuts en Liga. Et puis quand Walski est arrivé, en fait, il m'a demandé s'il pouvait l'avoir. Donc à ce moment-là, voilà, c'est toujours un peu une hiérarchie, voilà, il est plus âgé, etc. Donc moi, je lui ai laissé le numéro 10. Et puis c'est Jimmy, le chef matériel de Genève, où je lui ai dit, écoute, j'ai aucune idée de quel numéro prendre. Et puis il m'a dit, écoute, le 46, personne ne l'a eu à Genève. Et comme toi, tu vas faire toute ta carrière à Genève et jamais partir, tu prends celui-là, puis on te retire le maillot, puis tu seras le seul dans l'histoire à l'avoir porté. Je dis, super, parfait, l'histoire est belle. Et puis, quelques mois après, j'étais à Lausanne, et puis pareil, quand on me demande sur un coup de fil quel numéro tu veux, donc moi je me dis, le 10, mais il est retiré. Je me suis dit, année de naissance, 91, il y avait Setzinger. Et puis j'ai dit, ce 46, il est là, 46, quoi. Donc voilà l'histoire du numéro. Et donc tu essayes de le garder tout le temps maintenant, il n'y a pas de raison. Ouais, oui, je pense le garder. Après, des fois, c'est des petites réflexions, mais c'est des sujets tellement... c'est des détails, mais non, je pense le garder. Bon, alors, on est arrivé au terme de cet épisode sur ce scoop. Tu ne vas pas jouer à Zug, vu que le numéro 46 est pris par Lino Martini. Peut-être qu'il va me le laisser. Question d'âge. On ne sait jamais. Exactement. Hiérarchie, tout à fait. Oui, il est 93, donc en fait, il te doit le respect parce que tu es un tout petit peu plus âgé. Il me doit le respect. Blague à part, c'était un plaisir de t'avoir à notre micro. Tout à fait. Je me réjouis qu'on en sache un peu plus et que tu puisses te projeter sur la saison prochaine et qu'on te retrouve sur les glaces de Suisse. Et pour les auditeurs de Cold Facts, nous, on se retrouve vendredi, en théorie. Ouais. On est en train de concocter une petite surprise, encore une, quelle semaine. On verra ce qu'on peut faire, mais on se retrouve vendredi pour débriefer la suite et peut-être fin des demi-finales de National League. Merci encore, profite bien de ton été. Merci à vous, très sympa. Et super. À bientôt. Profitez bien de ces matchs et continuez de nous écouter, Spotify, YouTube, SoundCloud, etc. Et abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux. Et si vous avez des questions d'ici vendredi, on est toujours là pour y répondre. À bientôt.